It's a new day, it's a new life, it's a new épisode de Dread sur le tape. Ah! C'est lundi, c'est reparti. Hop et hop! Comment allez-vous, vlimeux, vlimeuses? Merci d'être de retour à l'écoute de Dread sur le tape pour un nouvel épisode cette semaine. J'espère que ça se passe bien, votre vie en général. Merci d'exister encore une fois en général. Si vous demandez, ouais, mais ça s'applique-tu à moi? Oui! Ça s'applique à toi. Merci d'être de retour. Adresse le tape, puis juste d'être ce que tu es, tu sais. Comme personne, tu sais, je suis sûr que ça a un apport dans la vie de plein de gens. C'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'on commence aujourd'hui. Alors, c'est ça l'affaire, tu sais, moi, je fais les voix, tu sais, les intros, tout ça, à froid. C'est sûr, des fois, il y a une certaine fatigue. Ça peut être une fin d'après-midi, ça peut être... Mais regarde, jumping back on the horse, here we go. Épisode cette semaine avec Louis Domingue. Juste avant que je vous présente l'épisode, juste vous rappeler que la vie reprend, les spectacles reprennent et que si ça vous tente, vous pouvez venir me voir en spectacle en train de tester des nouvelles blagues le 1er avril à la salle Fenplast dans le comté de Longueuil. Pas très loin du métro d'ailleurs pour ceux qui seraient tentés de venir de la ville. Mais je veux aussi vous dire, puis je vais pouvoir vous l'annoncer bientôt, mais il y a d'autres dates qui s'en viennent. Ne serait-ce que sur l'île de Montréal ou encore sur la Rive-Nord ou encore durant l'été. Alors, voilà. Et pour le moment, 1er avril, Fenplast, je suis allé en novembre, en décembre et it's been a blast. Belle salle, bonne ambiance, une bonne capacité, comme assez de monde, mais intime, avec un bon système de son. Ça sonne banal, ça ne l'est pas. Cette combinaison est assez rare. Alors, cette semaine, tu sais, it's a dream. Cette semaine, Louis Domingue, un épisode que j'ai enregistré extrêmement récemment, pour ne pas dire la semaine dernière, au moment d'enregistrer cette introduction, 17 février 2022. Louis est un gardien qui roule sa bosse depuis un certain temps, et c'est un gars de conversation. Il est devenu collaborateur assez régulier à La Poche Bleue, le podcast de Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, parce que c'est un jaseux, toujours une anecdote. Et je trouve ça cool de le recevoir. Évidemment, il n'a pas déçu. Et des anecdotes, il y en a à l'appel. Je me suis dit, on va faire un épisode sûrement qui va être moins long. Non, il y a toujours un sujet. Louis a énormément de discussions, puis toujours vraiment intéressant. Assez honnête, assez franc aussi dans ses opinions. Tu vois qu'il... Si tu demandes sur quelqu'un qui aime pas, il mentira pas. Et j'adore ça. Qu'est-ce que je dois dire? Ouais, c'est ça. Il joue présentement, après avoir roulé sa bosse dans plusieurs équipes. Il est rendu à Pittsburgh, dans l'organisation des Pingouins. Il joue dans la Ligue américaine. Il est monté pour une game. Et là, en ce moment, il est malheureusement sur la touche. Et il va nous expliquer, nous raconter justement l'histoire qui a mené à cette blessure malencontreuse. Il y a eu plusieurs obstacles, péripéties dans sa carrière, Louis. Et il n'y en est pas à un rebondissement après. Donc, il nous raconte tout ça. Et plus encore, voici ma rencontre avec le gardien, Louis Domingue. Dread sur le tape avec David Bocage. Alright, fait que c'est après l'avoir vu déambuler dans les méandres d'un motel de Pittsburgh que Louis ça vient de s'asseoir dans le hall d'entrée. Louis, t'es où là en ce moment là pour les gens qui nous écoutent? Tout droit du lobby du Famertown Play Suite à Cranberry, à côté de notre aréna de pratique. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est glamour? Est-ce que tu dirais que c'est glamour? C'est très loin d'être ça, mais écoute, c'est pas le pire, c'est pas le mieux que j'ai fait. Non, mais écoute, garde, on apprécie. Fait que, on le dit d'entrée de jeu parce qu'on ne connaît pas la qualité du Wi-Fi qui est impliqué. Donc, si jamais il y a un petit lag, garde, on sait ce qui se passe. D'ailleurs, merci Louis, là, comme je pense que il y avait un quiproquo dans ton agenda, puis là, je pense que tu en allais chez le coiffeur. Fait que merci d'être là. Qu'est-ce qui se passait là cet après-midi? En ce moment, quand t'es blessé, en ce moment, je suis blessé, j'ai le pied cassé, fait que quand t'étais pas, mettons, dans le day-to-day de l'équipe, mettons que ta cédule, elle prend le bord pas mal, là. Je sais plus c'est quoi le lundi puis le dimanche, aucune différence pour moi, fait que c'est un peu m'aider dans mes journées. Ah ouais, mais t'habites pas, ta famille est où, en fait, en ce moment? Ta femme? Ils sont sur la rive sud de Montréal. Ils sont restés au Québec, carrément. Ouais, j'ai trop signé tard avec Pittsburgh pour ma fille est rendue, elle va avoir 6 ans, là, fait qu'elle a commencé à la maternelle cette année. Ouais.
avait déjà commencé avant que je signe, fait que j'ai pas pu on n'a pas pu setter vraiment quelque part avant que ça commence. Quand tu te blesses, est-il possible pour toi de retourner à la maison ou non à cause des trainings? Ben là, on a eu le genre de bye week là, la semaine passée, fait que je suis retourné à Montréal. Puis là, à la fin du mois, il y a le break d'école là, au Québec, la semaine de relâche. Fait qu'ils vont venir ici. Mon Dieu, mais comment tu trouves ça, être éloigné de ta famille, genre, à tous les jours? C'est pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable et c'est définitivement pas la première option, là, mais c'est ça qui est c'est avec ça c'est ça la main qu'on nous a servi cette année, puis on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Là. C'était quoi tu dis que c'était la première option, ça aurait été quoi pour toi la première option? Ben, en fait, c'est toujours mieux de signer au début, de pouvoir venir ici, de s'établir, trouver un endroit adéquat pour les enfants, aller à l'école, faire de sport, tout ça. Mais je suis rendu à un point dans ma carrière où que les options étaient pas vraiment là. Fait que j'ai pris la première chose, j'ai pris la seule chose qui est venue à moi, puis c'est de faire de quoi avec ça. À quel point t'es passé proche de regarder pour aller en Europe, surtout avec la c'était plus l'Europe qu'autre chose au début dans ma tête. Là, j'étais rendu justement pour ça des raisons familiales. Là, je pensais que ça aurait pu être un nouveau challenge, une nouvelle affaire pour la famille aussi à faire. Fait que j'ai définitivement regardé pour ça. Je me suis rendu compte rapidement que c'était pas mal plus compliqué de signer en Europe que de notre bord, là, parce que je sais pas, les goalers, c'est un marché étrange un petit peu en Europe. Là, ils favorisent les gardiens de leur pays pour remplir des champs, mettons, pour remplir ils remplissent pas finalement des postes d'importer des nets. Là. La plupart du temps, c'est des attaquants parce que c'est plus dur de trouver en fait, ils favorisent plus un compteur de 30 buts qu'un gardien. Puis normalement, mettons, je regarde la Suisse, c'est très rare que tu vois un importé d'un but en Suisse parce qu'ils ont plus de misère à trouver un compteur qu'un gardien, mettons, là-bas. C'est quelque chose que tu aimerais faire un jour, comme aller vivre l'expérience en Europe avec la famille et tout ça avant de prendre ta retraite? C'est pas que j'aimerais le faire. Je pense juste que d'où j'étais rendu dans mon cheminement en Amérique du Nord, j'étais à un point où que je préférais aller en Europe, jouer peut-être moins de games pendant plus longtemps, puis dormir dans mon lit à chaque soir, puis être avec ma famille, puis voir mes enfants grandir, tandis que où j'étais en ce moment, je savais qu'il fallait que je passe par la Ligue américaine, puis de passer par la Ligue américaine, ça veut peut-être dire de peut-être pas être dans la situation idéale pour la famille, puis ça peut être moins de nuit dans ton lit, tout ça. Puis je sais pas, j'avais le goût de... Tu sais, la Ligue américaine, là, c'est pour un gars, mettons, qui est rendu à 30 ans prochainement, pour moi, là, c'est quasiment... tu sais, faut que tu sois un role model pour les jeunes. Il faut que tu leur montres comment devenir un pauvre, il faut que tu leur montres où manger, quoi manger, quasiment, là, tu sais, je peux en prendre par exemple dans mon équipe cette année là que ils ont mangé du très bon poisson au Red Lobster là, tu comprends ce que je veux dire, ils ont besoin de voir des choses, faut que tu leur montres comment devenir comment développer des goûts, comment devenir un adulte, tu sais, il était dans le junior là, il se faisait tout servir du cuit dans le bec pendant 4-5 ans là. C'est jeune la Ligue américaine, fait que c'était peut-être pas comme j'étais un père de 2 là, c'était peut-être pas la chose que je voulais faire, de devenir un père de 25. Fait que, tu sais, je voulais peut-être plus aller en Europe pour expérimenter ce côté-là, mais qu'est-ce que c'est, ça a pas marché l'Europe cet été, ça a passé proche à plein de reprises, surtout en Russie. Mais les contrats finissaient toujours à pas arriver, puis je me suis retrouvé comme au fin août avec rien tout, que j'étais allé à Tampa avec la famille, parce que pour vrai, Tampa, pour notre famille, c'est comme la maison, là. On aime vraiment s'aller là. Mon gars, il est né là, ma fille a commencé à aller à l'école là, tu sais, c'est une place qu'on approche du cœur, puis on a encore quelque chose là-bas. Fait que c'est ça, on est allé à Tampa prendre une petite vacance, puis j'ai fini par
avoir Nashville puis Pittsburgh qui avaient de l'intérêt sans nécessairement avoir de contrat encore. Je pense que Nashville me donnait un contrat de Ligue américaine. Tu sais, c'est fou comment tu passes mettons du top à être même plus considéré. Fait que fallait que je me batte pour ma survie, là. Puis Pittsburgh sont venus avec quelque chose. Joan Nexon m'avait appelé quand que j'étais au terrain de golf, puis il a mis ça au clair là, que mettons, il m'a dit tu viens comme troisième gardien, fait t'as pas d'attendre comme si t'allais rentrer comme deuxième, faut que t'aies l'attitude que t'es le troisième, puis tu t'es là comme pas les assurances pour nous, puis tout ça. Puis vite fait, avec le COVID puis tout ça, j'ai fini par jouer une game. Malheureusement, je me suis blessé 2 jours après. C'est une pratique, j'ai reçu une poque sur le pied qui a cassé mon pied, mais ça fait 1 mois là que j'ai le pied cassé, fait que. Ça, c'était une pratique avec les Pingouins de Pittsburgh? Ouais, morning skate. Non. Ouais, j'allais gauler le lendemain. Je suis rendu en line-up, là, je gaulais. Ah oui, t'avais eu une solide game. Mm-hmm. T'avais quoi, un genre de pourcentage de 97, là? T'avais laissé un but puis vous aviez gagné, mais t'avais eu comme 40. Ouais. Une victoire 2-1 sur la route à San Jose. J'adore jouer à San Jose. Tu sais, il y a des places même dans la ligue que t'aimes vraiment jouer. Il y a des places que t'aimes vraiment pas jouer. Ça marche juste pas. C'est quoi les endroits que t'aimes jouer? Le plus, j'ai pas compris. Le plus et le moins. C'est quoi les endroits que t'aimes jouer? J'aime jouer contre Nashville. Ça a toujours bien été contre Nashville. Ça a toujours bien été contre Tampa. Fait que j'aime vraiment ça, jouer à Tampa. San Jose, LA. Tu sais, au début, quand je gaulais beaucoup, j'étais plus dans l'Ouest, là. Fait que c'est plus l'équipe de l'Ouest. Mais Oh, excuse, t'allais dire. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à jouer à Toronto. J'adore jouer contre les Rangers. À Pittsburgh, c'est dur en sacrement. Puis là, je commence à comprendre pourquoi, là, tu sais, quand tu joues pour eux autres, mais je me rappelle des road trips. On les prenait tout le temps en fin de road trip avec les Coyotes, puis honnêtement, ça finit tout le temps comme 6-0. Je veux compter un bon 3 games que ça a été 6-0. Là que tu joues pour Pittsburgh, qu'est-ce que tu as compris de pourquoi c'est difficile? Ben, je sais pas, tu sais, tu rentres ici, puis tu vois probablement la profondeur du line-up, là. Puis de jouer avec Sid, tu vois à quel point il fait élever le jeu d'un cran de tout le monde dans l'organisation. Mm-hmm. Puis t'sais, Crosby, Malkin, le temps, déjà là, c'est solide, là. Genzo, Ross, Jeff Carter, Zucker. On en a plein de bons joueurs dans cette équipe-là. On a de la profondeur. Tu sais, quand t'es à 4e ligne, c'est pratiquement Teddy Bluger avec Jamie McGinn puis Zach Aston-Reed. C'est du luxe, ça. Fait que je comprends. Tu sais, c'est le même. Tu sais, comme le trio, là, le temps, Malkin, Crosby, c'est le même trio depuis 16 ans. Fait que quand tu rentres à Pittsburgh, t'en as pour ton argent. Un record, c'est le record du trio qui ont joué ensemble le plus longtemps, tu savais? Ouais, c'est ça. Ça a passé récemment, ça, là. Ouais, exact, tu sais. Quand dans la liste des villes où t'aimes ou pas jouer, Montréal est où là-dedans? Montréal, c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident pour un gars de Montréal parce que t'as trop de distractions. T'as vraiment trop de distractions. Tout le monde, tu sais, la famille, parler le portier, c'est le même depuis toujours. Tu parles, c'est comme plein de distractions à gauche, à droite. Là. Marc-André, le coach de Concordia, c'est lui qui s'occupe de la chambre. Son gars d'équipement, c'est un gars avec qui j'ai joué avec son frère quand j'étais dans le Pee-Wee à Tombe, genre, tu sais, c'est comme là, lui il est dans la chambre aussi, tu sais, il y a beaucoup de distractions, c'est des niaiseries, mais après ça, t'as les demandes de billets, tu sais, t'as les médias québécois, que c'est tout le temps toi qui parles, même si Sid il a scoré son 500e but, si on va à Montréal demain, ils vont vouloir te parler pareil, tu sais, c'est tout le temps la veille, aller voir ta famille manger, tout ça, puis c'est beaucoup d'attention que t'enlève, mettons, de la game. Puis, quand tu dis que tu t'es cassé le pied au morning skate, par curiosité, qui c'est le tir de qui t'a mal en Brian Boyle. Ah!
Je l'ai arrêté 2 fois de suite, comme sur on faisait comme le drill shot breakaway qu'on appelle. Tu prends une shot, après ça, tu as un breakaway de proche. Puis j'ai arrêté 2 fois de suite, puis on se teasait, on se challengeait un et l'autre. Puis il a pogné une 3e shot après que j'ai arrêté, mais je me relevais, puis j'ai essayé de l'éviter, puis elle m'a pogné en dedans du pied. Elle a cassé tout de suite. Tu le sens. Tu le savais? Ah, ben, des fois, tu sais, je me demandais si, souvent, quand t'en reçois une sur le pied, ça prend, 2-3 minutes, puis après ça, t'es capable de mettre du poids, puis tu redeviens correct, là, tu sais. Mais là, j'ai plus été, j'ai pas remis de poids pendant 2 semaines et demie, tu sais, dessus, après. Comment Brian, il réagissait? Il se sentait-tu mal? Ah, il se sentait mal en motadie, mais qu'est-ce que tu sais, j'ai dit, ça fait partie du hockey. J'arrête des pucks, moi, tu sais, je vais me blesser un jour ou l'autre, là, c'est pas... Je suis déjà brisé. T'es brisé en dedans. Déjà, pour être goaler, faut que tu sois brisé dans la tête. Après ça, ton corps. Les mains, la mythe, là, les 2 mains. Les 2 mains, c'est les bras. Tu sais, de nos jours, là, ils nous enlèvent tellement d'équipement que les shots, c'est biceps, là. Aïe aïe! Fatigant, là. Tu sais, quand je portais Bauer, là, j'avais le bras bleu au complet, là. Voyons donc, comment ça que vous êtes... Le biceps bleu. Voyons, je pensais que... Ils ont arrondi puis ils ont enlevé comme, tu sais, des couches, là, finalement. Fait que... C'est-tu juste toi, ça, ou c'est tous les goalers? Ça se peut pas? La majorité porte CCM. Moi, je suis pas capable de porter le chest de CCM, qui est plus gros que celui d'avant, qui est définitivement plus gros que tous les autres. On dirait quasiment qu'il y a un deal entre le gars qui check l'équipement puis CCM, parce que ça n'a pas d'allure d'accepter ce chest-là comparé aux autres. Tu n'as pas le droit de rajouter des affaires dessus, c'est ça qui est bizarre. Est-ce que quand moi, mon chest qui est petit, puis là, j'envoie des photos à la ligue avec mes bras bleus, puis là, je dis, vraiment, encore à ligue, là, tu sais, je peux pas rajouter un morceau qui va pour ma santé à moi, là. Puis, ils veulent pas, là. Fait que... Parce que quand tu vois la fameuse photo de la finale de la Coupe Stanley, tu sais, où Price puis Vasilevski se donnent la main, puis Vasilevski, man, il a genre un chest de 6 pieds en avant, tu sais. Il a l'air de peser 386 livres, tu sais. Puis là, il enlève... Ouais, mais même, ça, c'est les ça, c'est le Québec, ça, qui pense, tu sais, t'as un angle de photo qui croche avec Vassi, lui, il porte son plastron en dehors de ses pantalons. Parce que Price, il porte en dedans de ses pantalons. Déjà là, porte une chemise en dedans puis une chemise en dehors, tu vas te rendre compte que c'est de l'air pas de la même personne, tu sais. Okay. Fait que, lui, il porte Bauer, qui est un des plus petits plastrons dans la ligue, là. Mais ils sont tous checkés, là. Tu peux pas porter rien sans être checké sans que ça passe à la ligue, parce que tu vas avoir non seulement toi, mais le gars d'équipement va avoir une amende de 100 000, tu sais. Son salaire un an, ça niaise pas avec ça. Les gars d'équipement ne laissent pas, C'est déjà arrivé? Je l'ai pas vu encore, là. Personne ne fait. Il y avait Ryan Miller. Ryan Miller, lui, c'en est un qui chialait beaucoup sur l'équipement, puis c'est lui qui a toujours, si on veut tricher avec son équipement, là, acheter des morceaux, c'en est un qui le fait pas mal. Parce que le gars d'équipement n'a pas le salaire pour faire. Tu sais, Ryan Miller peut le faire, mais le gars d'équipement, il peut pas gambler ce cash-là, là. Il le fait pas. Ils le font juste pas. C'est ça, tu sais. Si jamais ils se font prendre, je suis comme, c'est sûr que c'est Miller qui paye, là. C'est impossible qu'il mange pas. Ouais, mais même là, ils le font pas. Est-ce que c'est un sujet récurrent entre goalers? Vous êtes comme, hey, man, montre-moi tes bras. What the fuck? T'as-tu mal, toi aussi? Parlez-vous de ça? Ouais, on parle d'équipement tout le temps. Les goalers. Parce que c'est drôle, quand tu parlais d'équipement, tu parlais des bras, tu parlais des mains, mais quand je parle à des goalers, puis un matin, je jouais dans la ligue, j'ai joué dans la ligue de garage, puis Pascal Leclerc, il est défenseur. Pascal, il est... il joue pas à def, pour vrai, lui. Ouais, Pascal, il est défenseur. Puis les genoux puis les hanches, les goalers, d'habitude, c'est les genoux puis les hanches qui est le sujet récurrent. Ouais. Ça m'a étonné que tu parles en premier des bras puis des mains. Ben là, j'ai parti par en haut pour descendre, mais il reste... Ça a pas fini à ceinture, les problèmes. Ça a continué après. D'ailleurs, lui, Pascal Leclerc, je me suis entraîné avec dans le temps à Saint-Hilaire, quand en tant que Pierre Allard, il avait son gym à Saint-Hilaire, puis il était venu dans sa Lambo blanche. De Arcade à Saint-Hilaire à sa Lambo blanche, puis il s'entraînait avec moi puis Nicolas Riopel dans le temps que j'avais
Ben, on jouait junior ensemble, moi puis Nick. Fait que j'allais avoir 16 ans. Nick en avait 18, 19, je sais pas trop. 19. Puis j'étais pas mal au pic de ma forme dans ce temps-là. Puis tu sais, c'est là quand les gars de mon âge, c'est là que ça a commencé à, tu sais, on a commencé à s'entraîner quoi, 14-15 ans dans mon âge. Maintenant, ça s'entraîne bien avant, là, mais c'est là que ça a commencé à changer. Puis Pascal Leclerc, il était comme en sortant, là, c'était pas mal à la fin de sa carrière, puis il venait s'entraîner, puis il était comme, comment tu veux que je compétitionne avec genre la prochaine vague, tu sais. Ouais. Il capotait bien raide, on faisait des affaires, puis il disait, c'est pas pour moi, ça. Ouais, Je me rappelle, il avait comme fait avec son chum, il avait fait la statistique de combien qu'il avait fait d'argent par arrêt dans la saison. C'était comme exubérant, une affaire de fou. Parce qu'il avait pas joué beaucoup de games. Ah, ok, c'est pour ça. Pascal a eu la chance de signer son gros contrat l'année qu'il était All-Star, qu'il a été UFA. Il est tombé All-Star. Il a signé son contrat, puis je pense que je sais pas s'il a regoulé je sais pas combien de saisons après, mais il a été changé à Ottawa, puis finalement, son corps, comme les roues ont débarqué, mais une chance, il a signé le contrat, le vrai bon contrat. Fait que absolument. Fait que maintenant, le jeu, il peut jouer au carreau, mère défenseur, puis retourner chez eux de chiller. Ouais, c'est incroyable qu'il joue à la défense. Ouais. Ça serait pas la position que je prendrais, moi, personnellement. Non, toi, c'est quoi? J'irai à l'attaque, c'est sûr. Je prends un équipement de goaler quand je prends ma retraite. C'est sûr, je ne regoule plus jamais. Ben, on m'a dit que même dès l'âge de genre 10, 11, 12 ans, même quand on est flow, quand tu jouais pas dans ta ligue compétitive, tu goalais jamais en dehors. Tu jouais jamais. Avant ça, j'ai jamais goalé. Comme tu sais, d'habitude, quand t'es jeune, tu fais, non, mais là, je suis goaler, moi, je goal tout le temps, je prends rien qu'à ça. Toi, dès que tu es en élite, tu voulais rien savoir de jouer goaler. Ouais, j'ai jamais vraiment voulu savoir le coup de jouer goaler, à part quand dans les games, là, mettons, là, ben, tu sais, quand que je fais le jeu. Sinon, j'aime ça, j'aime bien plus carré. C'est drôle parce que souvent, je parle à des attaquants, puis ils sont comme, j'aurais voulu être goaler, moi, je voulais être goaler, non? Puis toi, c'est le goaler qui aurait voulu être attaquant. C'est la nature de l'humain. On n'est jamais content avec ce qu'on a, là. Non, c'est ça. Mais quand t'étais comment tu t'es ramassé goaler? Parce que, est-ce que tu voulais être attaquant ou t'as-tu essayé? J'ai commencé à l'attaque. Puis c'est dans ce temps-là, je jouais au baseball avant de jouer goal. J'ai commencé à jouer au hockey à 7-8 ans, là. On jouait au hockey dans la rue chez un ami, tu sais, puis les parents, ils ont comme, quand mes parents sont venus me chercher chez cet ami-là, les parents de mon ami ont dit comme, ils jouent pas dans une ligue organisée, genre, tu sais, parce que j'étais quand même bon. Puis mes parents, ma mère, elle haïssait le hockey, c'était trop violent dans sa tête, tu sais, puis mon père, il avait joué dans le temps, mais ça, tu sais, il m'a jamais poussé à jouer au hockey, fait que là, ils m'ont inscrit d'une ligue à 7 ans. Je pense que c'était novice. J'ai commencé novice deuxième année. OK. Fait que mon goaler s'était cassé j'ai joué dans le novice B. Je jouais à l'attaque. J'étais bon, là. J'étais vraiment bon. Puis là, mon goaler s'est cassé le doigt. Puis lui, il était vraiment pas bon. Puis il s'était cassé le doigt. Puis là, on cherchait un goaler. Ça prenait un goaler. Fait que là, il a pas voulu me prêter son équipement. Puis de toute façon, j'attrapais l'autre bord. Ouais. Fait que on est allé au Sport Opus à Granby. Mon père, puis on a acheté un équipement tout dépareillé. J'ai gaulé, on s'est mis à gagner, tu sais, j'étais bon parce que j'étais vraiment bon au baseball, là. J'étais comme quand même élite au Québec. Puis j'ai continué à vouloir gauler un petit peu, jouer à l'attaque. Quand j'ai demandé à mon coach, mon père me raconte souvent cette histoire-là, mais je demandais au coach de faire moitié-moitié, genre jouer à moitié de la game à l'attaque, aller me changer puis gauler l'autre moitié. Tu sais, là, un moment donné, j'ai fini l'année l'année à l'attaque, puis l'année après j'ai gaulé, puis j'ai jamais arrêté de gauler après. Puis c'est drôle parce que t'as commencé, mais t'as pas commencé goaler à 4 ans et demi, là. Toi, finalement, t'as commencé. Toi, dans le fond, j'ai vraiment commencé à 8 ans. Le sport de ton cœur, c'était-tu plus le hockey ou le baseball? Au début, c'était le baseball. C'était quoi ta position? Au début, c'était ben là, je jouais partout, gaucher dans le champ, premier but. J'étais un bon frappeur. J'étais un des bons joueurs au Québec, là, c'est sûr.
c'est facile de se comparer au baseball parce que comme les Jeux du Québec, puis il y a des sortes d'affaires qui te font compétitionner contre le reste de la province, mais mettons, nous, dans notre région, là, il y avait mon coach, c'est Alex Agostino, qui était scout dans ce temps-là. Il était pour les Marlins, je pense. Il était scout pour les Expos. C'est lui qui a repêché Russell Martin à Montréal. Puis, saviez-vous ça? Russell Martin a été drafté par Montréal? Il n'a jamais joué à Montréal, j'imagine. Ouais, exactement. Je pensais que tu allais dire Tom Brady. Je sais pas. Je demande. En tout cas, ça a devenu un ami de la famille puis tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté de jouer au baseball parce que j'étais rendu, j'avais plus de passion pour ça. Puis je jouais vraiment juste pour faire plaisir à ma mère. Puis ça m'avait fait comme décliner. Puis je passais aucun temps sur la game. Mais le hockey, ça avait vraiment pris complètement ma passion. Puis tu sais, c'était je jouais dans la rue, après ça, tu sais, j'arrivais de l'école, je jouais dans la rue. Après ça, je jouais, mettons. Je regardais du hockey toute la soirée, je jouais avec mes bonhommes, je faisais juste du hockey finalement, tu sais. Fait que vraiment, j'ai trippé hockey de ce côté-là, puis c'est ça. Après ça, tu sais, ça a été difficile quand même pour moi, là, tu sais, j'ai commencé, j'étais pas tant bon que ça, j'étais naturel, mais j'étais pas tant bon que ça parce que j'ai jamais joué, tu sais, je savais pas c'était quoi. Puis école de hockey Mario Gosselin, tout ça, tu sais. Puis là, j'ai joué dans la tombe 2B. Nous autres, il n'y avait pas de 2A dans notre temps. Tombe 2B, on avait 3 équipes. Ça fait que j'avais fait l'équipe dans la tombe 2B. Puis après ça, je me suis fait couper dans ma première année Pee-Wee, qui était comme vraiment ma deuxième année et demie des nets. Je me suis fait couper du 2A, du 2B. J'avais joué dans le A. Je me suis fait plein de chums là-dedans quand j'étais encore chum avec eux autres, tu sais. Puis après cette année-là, je me suis plus jamais refait couper finalement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce la coche qui s'est pognée? Ben j'étais naturel, je suis grand, tu sais, j'étais un athlète comparé à plusieurs dans la région, mettons. C'est un naturel, finalement. T'avais comme ouais. Ben, le baseball m'a vraiment donné un edge, je pense, comparé aux autres, parce que tu sais, j'avais vraiment une coordination qui est plus intéressante que certains, là, puis mais j'avais vraiment je suis un bon athlète, là, pour te rendre en Ligue nationale, on ne sont pas de cacher ta personne d'ici, il faut quand même que tu sois quand même une bébé différente, fait que écoute, je pense que aujourd'hui c'est très à la mode. Il y a des mots maintenant, ils appellent ça du cross-training, là, tu sais, change de sport parce que tu développes telle autre affaire, mais avant, ça s'appelait juste faire d'autres sports, tu sais, puis vivre sa vie. Avant, c'était ça. Moi, j'en vois beaucoup parler de ça, tu sais, Max, à Pierre en parle beaucoup, on a eu des conversations là-dessus. Moi, je trouve que c'est tellement désolé, là, mais je trouve que c'est un peu de la bullshit, ça, demander à nos enfants de faire d'autres. Pourquoi tu fais pas juste ce que t'aimes? Si ta passion, c'est le hockey, mettons, là, fais ta passion. Si t'as pas de passion au soccer, c'est quoi le point d'aller jouer au soccer? Je comprends quand c'est tes parents qui te poussent à aller faire des choses. Ça marche pas pour moi non plus. Je trouve pas que c'est correct de dire, OK, on t'inscrit on t'inscrit l'été. Tu sais, ils disent, eux autres, l'été, il faut que tu décroches vraiment. C'est pas vrai. Moi, là, j'aurais jamais voulu arrêter de jouer au hockey l'été. Je l'ai joué tout le temps. C'est pour ça que je me suis rendu où je me suis rendu, c'est parce que j'ai mis 100 000 heures dans le hockey, tu sais. Est-ce que je me fais, tu sais, en guillemets, l'avocat du diable, mais si quelqu'un t'avait dit, tu t'es sûrement rendu là, Louis, parce que j'étais en l'été, t'avais un break mental ou que, tu sais, c'est ça qui t'a aidé, mais même j'avais 0 break mental l'été. L'été, je jouais une game de baseball, puis je m'habillais dans le char, puis j'arrivais pour le début de la game habillé en hockey, jouer au hockey. Je retournais finir ma deuxième game de mon programme double au baseball après ça. Je m'en sacrais bien raide, moi j'aimais ça. Je voulais le faire. Tu sais, personne m'a fait. Okay. Oui, j'ai joué au hockey tout l'été, j'ai joué dans le 3 d'été, c'est les plus belles années de ma vie, c'est le 3 d'été. Tu fais des rencontres avec des gens que pas tu traînes avec toi, mais que tu gardes dans ton carnet d'adresse toute ta vie, là. J'ai jamais compris ça. Moi, tout ce que mes parents m'encourageaient à faire, puis c'est ce que j'essaye de leur dire, puis qui m'écoutent pas, mettons, Max puis Guillaume, c'est que il faut, en tant que parent, là, moi, je suis un père, là, c'est ça que je vais faire avec mon gars, c'est ça que mon père a fait toute ma vie, c'est ça que ma mère a fait. Ils ont nourri ma passion, tout simplement. Mm-hmm. Ils m'ont pas forcé à faire ça, c'est ça que je voulais faire, tu sais. Mais c'est pas vrai qu'il faut absolument
que tu fasses d'autres sports. Tu sais, à un moment donné, on se souvient à un âge que t'as plus de temps de faire d'autres sports. Je le faisais quand j'étais jeune, de m'habiller dans le char. J'ai pas fait ça toute ma vie. À un moment donné, j'ai arrêté de jouer au baseball. Je me suis concentré juste sur le hockey, puis c'était bien correct pour moi. Mm-hmm. Je pense que le concept, c'est plus d'initier les jeunes à plein de sports, puis après ça, ils choisissent qu'est-ce qu'ils aiment, tu sais. D'être mis en contact avec des sports. Tu sais, si t'aimes la crosse, je vais te donner un exemple. Ouais. Mon gars, à moi, là, j'ai des vidéos dans mon téléphone quand je jouais à New Jersey. Il avait pas eu un an encore. Il s'habillait en hockey. Il s'habillait en goaler. Là, il était tout seul. Nous, on faisait à souper, puis il était devant son but tout seul là même. Puis, comparé à ma fille, exemple, qui checkait des vidéos de princesse sur YouTube, lui, il voulait s'asseoir à côté de moi puis écouter les highlights de hockey. Mm-hmm. À un an, là. Ouais. C'est quand même bizarre, là. Il faisait des affaires de même, puis lui, il veut jouer tout le temps. Il braille en revenant de l'école s'il n'a pas le droit d'aller patiner. Tu sais, je veux dire, c'est pas... je l'ai pas initié à plein de sports. Tous les sports sont là devant lui. Mais je vais pas le forcer à aller prendre un ballon de football ou un ballon de soccer parce qu'il faut l'initier à plein de sports. Il veut prendre un bâton hockey, prendre un bâton hockey. Je vais jamais te dire quoi. C'est pas ma place de dire je vais mettre mon enfant là-dedans parce que je pense qu'à la longue, ça va être meilleur pour... Mais non. Fais ce que t'aimes. Mm-hmm. Fais-le toute ta vie, ce que t'aimes. Puis à un moment donné, ça se peut que ça change ce que t'aimes. Ça se peut que tu fais plus hockey. Mais si c'est plus hockey, trouve-toi quelque chose d'autre que t'aimes. Je veux juste pas que tu passes au travers de ta vie en faisant des choses que t'aimes pas. Tu sais? Ouais. Tes quotes supposés faire. Ben, parce que c'est pas là que tu as du succès, c'est impossible. Ton gars est rendu à quel âge, là? Là, 3 ans et demi, il va avoir 4 ans bientôt. Comment il est encore complètement hockey? Il est complètement hockey. Il m'amène en FaceTime. On a comme une salle pour shooter dans la maison, puis il m'amène dans le sol là, sur FaceTime, puis il me dépose, puis il faut que je l'annonce. Tu sais, là, il tripe bien raide Sidney Crosby, là, en amour complètement avec Sidney Crosby. Puis c'est malade parce que tu sais, il l'appelle, tu sais, il parle par téléphone, puis il est tellement gentil, là, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, il fait juste se dire allô, puis tu sais, il check, là j'ai envoyé des vidéos de lui qui patine, mettons, puis là, mon gars, il score, puis là, il a Sidney Crosby, tu sais, puis là, j'ai envoyé ça à Sid, c'est trop ça drôle, là, mais c'est vraiment quelque, tu sais, il y a une passion pour ça, fait que moi, je vais juste le pousser dans sa passion, je vais pas le pousser dans rien d'autre, là. Il est fin de prendre le temps, Sid, de répondre à ton gars, c'est cool. Ouais, c'est vraiment, c'est ce gars-là, là. C'est ça le gars, Sidney Crosby, là. L'humain ultime? Ben, tu sais, je veux dire, l'humain ultime, ouais, probablement. Tu sais, j'en ai vu une couple, là, dans ma carrière, comme, mettons, Shane Doan. Ça, pour moi, c'est comme vraiment l'humain ultime. Tu sais, je veux dire, parce que il sac pas, tu sais, c'était vraiment quelque chose, là. C'est comme Jean Béliveau, vraiment, ce gars-là. Puis, mais Sidney Crosby, il est pas gênant non plus, là. C'est impressionnant parce que mais tu sais, il est le meilleur joueur de hockey au monde, tu sais. Fait que moi, quand je parle à Sid, je dis, je trouve que sur certains points, on se ressemble parce que moi, mettons, à chaque jour, il faut que je donne mon 100% parce que sinon, je serai plus dans la ligue, tu sais. Mais lui, à chaque jour, il faut qu'il donne son 100% parce qu'à chaque jour, on s'attend au meilleur joueur au monde devant nous autres, tu sais. Puis il sait ça là, puis lui, il faut qu'il livre le meilleur joueur de hockey au monde à tous les jours. Fait que tu sais, ça se rejoint d'une façon parce que c'est pas tout le monde qui a cette réalité-là, que il y en a plein là que ils peuvent prendre une pratique de congé, là. C'est pas c'est pas nécessaire, là. Est-ce qu'il répond à ça, Crosby? Il dit comme, non, Louis, on n'est pas pareil, je t'arrête tout de suite. non, on a des conversations des heures de temps, des fois. Ouais. De quoi vous parlez? N'importe quoi. De la vie, de jeu qui s'est passé pendant la game. Tu sais, je lui demande comment lui a vu cette situation-là. J'ai dit comment moi j'ai vu cette situation-là. Puis il me demande ce que moi j'aurais fait, puis je lui demande ce que lui aurait fait. Puis tu sais, c'est comme, pourquoi t'as-tu dû essayer de rajouter un petit peu de curve dans ta palette? Non, parce que je perds un peu de leverage. Ben, tu sais, on parle n'importe quoi, là. Ah ouais. Les deux, on a une passion extrême de hockey, tu sais, mettons. Ouais. Puis je te dirais que sa présence, puis de partager la glace avec lui, puis la chambre, puis de pouvoir lui parler, ça a comme spiké complètement ma passion qui était plus ou moins là
avec les 2 dernières années, tu sais. Mhm. Puis c'est de là que je t'ai rendu à un point peut-être que je me disais souvent genre est-ce que je continue ou j'arrête parce que je sais même pas si c'est ça que j'aime vraiment faire. Mais là, après avoir passé autant de temps avec Sid, c'est vraiment ça que j'aime faire parce que est-ce qu'il t'amène à un autre niveau ce mec. Ouais, c'est ça, tu disais quand tu parlais de jouer à Pittsburgh, il amène le niveau de tout le monde sur un autre. Mais tu sais, j'ai déjà dit, comme tu sais-tu, Sid, comme t'as jamais pris une shot sur un goaler qui t'a pas donné son 100%. Comme tu es conscient de ça. Il y a des gars, mettons, des fois qui viennent puis je fais comme OK, là, lui, je le sais qu'il va me pincer dans la mythe, ça va me faire chier, mettons, d'arrêter, fait que ça se peut que je donne pas. Ça se peut que je la laisse passer, celle-là, tu sais. Des fois, ça arrive. Mais Sid, là, à chaque fois qu'il descend, il pratique. Il y a mon 100%, puis ça, c'est sûr que tous les goalers, ils donnent son 100%. Là. Je veux juste jamais qu'ils scorent, là. C'est comme ma mission de vie, là, tu sais. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, d'ailleurs. Les gars, ça en devient un running gag, des fois, dans les pratiques. Là, ça fait longtemps, là, ça fait un mois, mais on avait des pratiques, des fois, là. C'était quelque chose. Il y a beaucoup de bons joueurs aussi méconnus sur les Pingouins, tu sais, des Brian Rust. Brian Ross, un excellent joueur de hockey, là, moi, je trouve qu'un des meilleurs hockey sense que j'ai vu, mettons, passer, là, il est très underrated. Tu sais, qui est rentré là comme gars de troisième ligne, là, qui était plus un gars de défensif qu'autre chose. Puis, sérieusement, méchant joueur de hockey, là. Lui, Gensel puis Crosby, c'est une ligne, c'est le fun à regarder, mettons. On dirait que c'est mal commode. Ouais, pour certaines équipes, ça peut l'être. Y a-tu des joueurs que tu as découvert en jouant à Pittsburgh que t'es comme un secret bien gardé, un joueur que j'avais peut-être sous-estimé ou juste que tu connaissais carrément pas? Ben Russ en est un, là, premièrement. J'aime bien voir Mikey Matheson aussi, qui fit bien avec la manière que les devs jouent là-bas. Vraiment, tu sais, sa mobilité sur patin qui est comme probablement dans les tops de la ligue, là, facilement même. Je trouve son style de joueur à lui, ça s'applique bien au style de jeu des Pingouins. Il parle français, non, un peu, Mike? Ouais. J'ai joué avec son frère, moi, dans le budget 3. Ouais. Gars du West Island. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Brian Boyle, lui, c'est ça, c'est drôle que c'est avec lui que ça a donné que t'as eu ton pied s'est cassé parce que c'est comme un des gars, corrige-moi si je me trompe, mais qui est comme un des gars les plus aimés dans la chambre, puis c'est un petit peu la feel good story de l'année, tu sais, il est comme il a signé son contrat là, puis ça a comme super, ça va super bien, puis il a l'air d'un gros teddy bear là, dans la vie, ce gars-là. Ouais, ben écoute, Boiler, c'est lui, j'étais assis à côté dans l'avion, tu sais, on est quand même pas mal de chums. On est des bons chums, puis c'est ça, c'est pour ça que c'était juste comme fait, ça fait chier, mais c'est ça qui est ça, là, c'est pas. Mais ouais, vraiment, tu sais, lui il est arrivé, il était aussi d'une situation comme moi où lui, il a pas joué un passé, fait que tu sais, il y avait rien, il est arrivé au camp, je pense que personne s'attendait à rien, un peu comme moi, tu sais, dans un sens, puis il est arrivé qu'il a gagné sa place dans l'alignement, puis il joue bien pour l'équipe, puis tout ça, fait que tu sais, certainement, là, tu sais, il est rendu plus vieux aussi, tu sais, fait que pour lui, c'est peut-être une dernière chance de vraiment montrer qu'il était encore capable de jouer, puis en tout cas, il fait bien l'organisation, il fait une bonne job. Parle-moi donc du personnage en chef. Yevgeny Malkin avec sa grosse face. Ce gars-là, c'est quoi ce gars-là? Je sais pas non plus, là. C'est genre... Il est dur à lire, vraiment, là. Sérieux, il est dur à lire. Il est comique, là. Il est tout le temps en train de faire des jokes, mais il est aussi comme vraiment sérieux. Puis, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, les rumeurs qui disent que il sait pas le nom des joueurs, là, tu sais, c'est parce que tu entends les gars parler d'Andrei Markov, mettons, là. Tu dis salut, ça va. Fini après, il est parti, vous êtes d'ailleurs. Mais il est le même, là, un peu, là. Il est le même avec tout le monde, mais les Russes sont le même en général. Ouais, c'est ça. J'en connais pas de temps qui sont, c'est normal, là. Envoie-moi en Russie, là. Genre pas, ça va être dur de parler au monde. Surtout, il faut que tu apprennes le russe, là, tu sais, comme. Ouais. Mais j'imagine qu'après 16 ans, on va en savoir un peu de russe. Mais lui, les Russes, moyen. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est pas, pour eux, pas nécessaire de faire l'effort d'apprendre la langue, de perfectionner la langue. Il y en a que oui, là, il y en a des vraiment bons. Ah ouais, il y en a que puis tu sais, je me souviens de Datsuk, je pense à son il semble qu'à son troisième Selke, son speech était encore thank you, comme il parlait encore pas.
Ouais, Mais c'est pas grave, il passe à la glace. ouais, c'est ça. Il y a pas longtemps, le Crosby, justement, il a scoré son 500e. Y a-tu des célébrations? T'étais-tu comme dans l'entourage de l'équipe ou pas du tout avec ta blessure? Non, je suis alentour, ben les célébrations, je veux dire. Qu'est-ce on n'a rien fait avec ça, là. On avait le Super Bowl pas longtemps, comme 2 jours avant, fait que on a célébré pas mal cette soirée-là, on va dire, là, chez eux d'ailleurs. OK. Incroyable, pareil, tu sais, comme le nombre d'affaires qu'il y a chez eux, lui là. C'est comme, là, il est rendu avec une affaire. Non, mais tu sais, il y a tout. des souvenirs qu'il est arrivé avec lui au hockey ou des souvenirs une photo signée de Mohamed Ali, Steve Eisenman, habite à Patrick Roy. Puis là, tu te dis, attends une minute, là. Il y a aussi une maison en Nouvelle-Écosse qui doit être remplie de bébelles de même encore. Y a-t-il des affaires qui OK, ça, je pourrais le prendre puis il s'en rendrait pas compte. Ça, c'est l'autre affaire. Avec Sid, t'as peur de Tchatka parce que tu te dis qu'est-ce d'un coup qu'il sait exactement c'était où cette bébelle-là dans la maison, puis que là, c'est plus à la même place, puis il dit que je croirais pas pendant 10 games à cause qu'il y a une affaire qui a bougé. Tu touches à rien. C'est ça. Il doit avoir tous les bâtons des milestones, tu sais, 100e but, 200e, 300e. Ah, c'est quand même... ouais, il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, comme des bâtons de plein de joueurs qui ont passé, puis bâtons de Mario Lemieux, tu sais, des n'importe quoi. Il y a plein d'affaires. Son cellier est rempli de bouteilles de milestone, justement, à l'affaire. Tu sais, 1000e game, 500e game, non. Bravo pour ton telle affaire de points, puis gagner le championnat des scoreurs, puis gagner le Rocket, tout ça. Fait que... C'est le genre de gars qui est tellement commit au hockey que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'enfant, parce qu'il est comme, faut pas que ça me dérange de mon but ultime. 100% sûr que c'est ça. Puis d'ailleurs, on a une longue conversation là-dessus, moi, puis lui. Ouais. Okay. Mais tu sais, c'est comme ça qui me fait sentir, genre, je suis capable d'avoir des conversations longues sur des affaires. Tu sais, j'ai joué avec plein de superstars, là, mais c'est lui, il te considère, tu sais. Mm-hmm. Je pourrais être facilement un pushover que, tu sais, je suis backup, peu importe, tu sais, peut-être pas important assez pour, mais il te considère, puis il considère ton opinion, puis, en tout cas, ça m'a donné beaucoup plus de respect pour lui dans ce sens-là. Tant qu'il est sincère, tu sens qu'il le fait pas pour être gentil envers toi. Ah, 100%, on a des conversations, des longues conversations, puis c'est pas juste moi qui garage des affaires, tu sais, ben, il m'écoute, je l'écoute, tu sais, on jase de même, puis on parle des sujets qui sont comme, tu sais, avoir des enfants, tu sais, c'est quelque chose qu'il n'y a pas, fait que, tu sais, il y en a pas beaucoup d'affaires, mais ça, c'en est. Pour le moment, on s'accroche. Tu sais, j'essaie d'expliquer, il y a 3 Coupes Stanley. Moi, je sais pas c'est quoi gagner la Coupe Stanley. Il est passé proche, mais je sais pas c'est quoi. Sauf que avoir un enfant, pas grand-chose qui bat ça, tu sais. Puis là, de jouer au hockey avec mon enfant, il n'y a pas grand-chose qui bat ça non plus. Tu sais, des fois, je me dis, genre, ça serait quel beau cadeau ça ferait non seulement à lui, mais à la planète de donner un petit gars qui joue au hockey. Le prochain, tu sais, c'est quand même hot. Ça vient avec une pression énorme. Tu sais, j'ai joué avec les fils à Patrick Roy, j'ai joué avec les fils à Raymond Bourque. C'est pas évident, là. C'est quand même des méchants souliers, mais juste de jouer avec ton petit gars au hockey dans le sol, là, c'est vraiment le fun. Puis pour moi, c'est une coupe Stanley en soi. Puis en tout cas, j'imagine qu'un jour il va le vivre. Puis ça aurait été le fun. Par exemple, mettons comme petit gars, comme là mon gars a 4 ans, là, il se rend compte un petit peu, là, il commence à comprendre un petit peu. Là. Ouais. Imagine-tu, ton père, c'est Sid, là. C'est le meilleur joueur au monde, quelque chose. Mais il est vraiment, comme tu as dit, là, je pense que le hockey, il pense au hockey 24/7, puis je suis pas sûr qu'il y a de la place pour bien d'autres choses en ce moment. Je comprends. Sa blonde doit avoir été consciente aussi quand tu es avec Crosby, tu signes un certain contrat de comme là, je vais être présent plus tard. Chaque chose en son temps, genre. Vraiment, là, absolument. C'est une fille très douce, là, vraiment, tu sais, je pense que leur harmonie va bien. Là. Ils ont trouvé leur air d'aller. Là. Ils savent comment faire. Ouais. Est-ce que tu sais, quand tu vois les gars au All-Star Game avec leur kid, tu sais, c'est malade, tu sais, ton kid qui exact, joue. Ouais. Comme OK, Crosby, c'est pas une affaire qui peut se chevaucher. C'est là, OK, puis quand il va être là, il va move on à 100% être prêt. Il y a beaucoup de insiders qui, tu sais, il est très savvy, là, Sid. C'est un gars qui pense au hockey, évidemment, comme tu sais, en dormant. Il est très intelligent par rapport aussi à
au niveau management, comment les équipes sont construites, tout ça. Puis beaucoup de gens voient en lui un prochain Steve Yzerman. Tu sais, OK, c'est sûr qu'il est GM après. C'est sûr qu'il rentre avec les Pingouins. Est-ce que c'est le genre d'affaire que tu le vois faire? Ça sera un bon sujet pour notre prochaine conversation parce que, honnêtement, je sais pas. Tu sais, des fois, là, tu sais, lui, ça fait quoi? C'est un bout là, qu'il faut qu'il performe au plus haut niveau. Là. Je sais pas si c'est quelque chose qui. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il va vouloir faire plus tard, là, de devoir se rajouter une nouvelle couche de pression à donner le meilleur dans ça. Des fois, parce que ce que je comprends de lui, là, après avoir joué au beer pong contre toutes ces choses-là, je pense qu'il veut gagner tout le temps, dans n'importe quoi qu'il fait. Comment il va aller rechercher cette émotion-là en prenant sa retraite? Probablement que ça va être en étant dans le management. Fait que possiblement que ça va être une option. C'est ça, c'est que ces gars-là, tu dis mettre de la pression, mais lui, pour lui, c'est la seule chose qu'il connaît, c'est son mode de vie, tu sais. Il peut pas dire aujourd'hui, attends que la journée passe, il va être comme, c'est impossible, faut que je gagne de quoi? Le premier à l'ascenseur, go, il va te pousser pour arriver. Tu sais, ben, ça va être soit qu'il va complètement arrêter ou soit qu'il va complètement continuer, tu sais. Ouais. On a parlé de tes parents tantôt, brièvement, t'as dit que mes parents m'ont poussé. J'ai su que ton père, corrige-moi si je me trompe, était caméraman pour le coloré Georges Brassard, fondateur de l'Insectorium. C'est vrai, ça? Dans le temps, mais c'est parce qu'ils ont fait en fait, c'est l'ami à Georges, plus qu'autre chose. Ils ont passé à travers de l'Amazonie ensemble, là, à s'enlever des sangsues avec des cigarettes, là, c'est sur le corps un à l'autre, là. Ils en ont fait pareil une couple d'affaires, là. Georges, il venait souper chez nous, je suis allé chez eux plein de fois. C'est une méchante bébite, ça. C'est le cas de le dire. Ouais, vraiment, là. Mais quand j'étais jeune, je passais beaucoup de temps à l'insectarium parce que mon père faisait une vidéo pour Georges sur attraper les papillons. J'ai attrapé les papillons avec Georges quand j'étais jeune dans la forêt, pis ça. J'ai pas vécu, lui, la fameuse histoire qui inspirait un film, Le Papillon Bleu, où il y avait un kid guéri du cancer, comme. Ouais, c'est l'histoire de Georges, d'ailleurs. Mais Georges, c'est un phénomène. T'écoutes mon père raconter des histoires sur ce gars-là, là, c'est quelque chose. Il y avait un delivery aussi de Louis vient prendre la libellule, tiens-la. Ouais. Dans la respirer. Quand j'étais jeune, on avait fait un barbecue chez nous, puis il y avait plein de monde, tout ça, puis à la fin, Georges, à la fin du barbecue, il faisait, tu sais, quand t'avais fini de faire la viande, il faisait du pain, mettons, sur le barbecue, des toasts sur le barbecue, puis il donnait ça au monde, puis personne n'a dit non à Georges, tu sais, c'est comme tu dis, là, il impose son will, puis il m'avait donné des toasts, puis j'avais dit, j'en veux pas de tes petits toasts, puis il m'avait fait, tu me tiens tête! Puis là, il avait dit à mes parents, lui, il va aller loin dans la vie, tu sais. J'étais plus jeune, là, tu sais. Est-ce qu'il t'a vu en Ligue nationale avant de décéder? Sûrement. Ouais, il m'a envoyé une vidéo, là, il m'a envoyé une vidéo par l'entremise de mon père, là, il y a pas longtemps avant qu'il meure, mettons. Puis c'est ça, là, il me disait comme que lui avait gaulé quand il était jeune aussi, puis qu'il faisait la split, puis là, il mettait comme une vidéo, tu vois. Il faisait la split, puis en tout cas, j'ai une vidéo de lui là qui me félicite pour où je suis rendu, parce que en fait, c'est à cause de mon père qu'il a pu suivre un peu la conversation, pas la conversation, mais où je suis rendu dans le monde du hockey, là, finalement. Mais bon bonhomme. Ouais, qui était notaire à la base. Notaire à Brossard. C'est malade. Ouais. C'est un... Mais tu sais, t'allais chez eux, là, des boîtes de papillons par tous ces murs, une tête de bison. Je pense que son frère est braconnier. C'est la chose qui donne le moins au monde. C'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, sa maison à Saint-Bruno, près du lac, en haut dans la montagne, là, c'est comme vraiment isolé, c'est dur se rendre là. Puis il est voisin de Guy Laliberté. Puis sa maison, c'est comme le village des Schtroumpfs. C'est vraiment spécial. Là. Comment ça? Ça a l'air d'un gros champignon. OK, carrément, OK, ouais. Ouais. C'est vraiment il y a vraiment une maison vraiment spéciale. Puis il allait des parties de Guy Laliberté, puis il est déjà allé dans un party une fois que Guy, tu sais, quand les parties de Guy Laliberté, les Beatles sont là, tu sais. Puis là, il avait amené un groupe de personnes voir des boîtes de papillons chez eux.
à 2 pas de là. Puis là, il marchait avec George Harrison, les Beatles. Puis lui, il sait pas c'est qui, là, il sait aucune idée. Puis là, il marche avec eux autres, puis il dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le gars, il dit, ben, je fais de la musique, tu sais, puis c'est ça. Puis là, George dit, oh, tu dois pas faire gros d'argent, tu sais. Le gars, il dit, je me débrouille pas payer dans la vie, tu sais. Genre, j'adore. Flyer. Tu sais, l'expression fish out of water, tu sais, qui est comme prémisse pour faire des films à Hollywood. Georges Brassard dans un party de Guy Laliberté, tu sais. Parce que les parties de Guy Laliberté, la légende est plus grosse, tu sais, c'est les filles avec des plateaux de cocaïne. Tu sais, c'est comme, puis Georges qui arrive avec sa passion pour les insectes. Ouais, mais il est flyant à Simonac, Georges, il fait bien, je trouve, là-dedans, tu sais. C'est un raconteur, tu sais, c'est un... Ah ouais. J'adore Georges Brassard qui rencontre George Harrison comme tu t'appelles Georges aussi, ben voyons donc! C'est ça. Quelle coïncidence, hein, c'est ça. On va aller loin dans la vie, quoi. Lui aussi est allé loin, on va dire. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai grandi dans une famille d'artistes, moi. Mon père est caméraman, ma mère est prof d'art, ma soeur elle chante, elle prend des photos, mon grand-père est aquarelliste. Tu sais, j'ai un peu le misfit de la famille, là. En faisant du sport, tu sais, personne fait du sport dans ma famille, littéralement personne. Fait que j'ai tout le temps été un petit peu de l'extérieur, là. Mais dans ce sens-là, t'es une bébite comme Georges, t'as fait ton Absolument. Les gens, peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, mais il a fondé l'Insectarium, c'était comme vraiment unique, là. C'était comme la première affaire au monde qui existait, puis Georges Brassard, il s'est ramassé sur le Tonight Show aux States arrivé avec des bébites, là, tu sais, c'était vraiment quelque chose. C'était quelque chose, puis quand ça a été, puis tu sais, l'Insectarium, au début, nous, on était là tout le temps parce que mon père faisait justement une vidéo pour l'Insectarium, puis avec Georges, puis ça à table à souper chez nous, il y avait un scorpion, une tarentule, pas de problème, là. J'ai eu ça de la fun même chez nous, là. On avait des cocons de papillons de nuit d'un papyrus à la maison, puis j'ai eu une enfance un peu bizarre. Une enfance extraordinaire. Puis ta mère, tu parlais de ta mère qui est prof d'art. C'est vrai qu'elle dessinait sur tes bâtons. Qu'est-ce qu'elle faisait quand t'étais jeune? Quand justement, ma première année que j'ai gaulé pour les cougars du CGR, là, à Saint-Hilaire, elle me faisait un cougar sur mon tape blanc, là, de dessiner à la main, là. Ouais. C'est quand même cool. Il y a de l'amour là-dedans qui se calcule pas. Ouais. Et en tout cas, bref, Sydney peut pas comprendre, n'est-ce pas vrai? Non, mais il y a quelque chose de vraiment touchant là-dedans. Il y a plein d'affaires que je me suis dit, faut pas que j'oublie de te parler. Bref, interlude, les amis, on revient à l'épisode dans un tout petit instant, le temps que je vous parle de nos amis chez Manscaped, qui peuvent vous aider à réduire les risques de coupure, de poils incarnés et de toilettage quand vient le temps de s'occuper de votre Darius Kasparaitis. Oui, vous avez bien compris, Manscaped, les spécialistes du toilettage masculin, reviennent en force avec le package performance 4.0 pour vous prêter main forte. Rendez-vous au manscaped.com et utilisez le code DST, DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. Absolument. Vous voulez savoir si vous vous demandiez on est rendu dans l'évolution, dans la vie? Eh bien, dans le package 4.0, non seulement il y a le lawnmower, évidemment la légende des tondeuses à poil pubien, mais il y a également, pour rafraîchir vos bijoux de famille, le Crop Preserver, un désodorisant pour testicules et humidificateur anti-frottement. Ces choses-là existent! Pour vrai, là! Hein? Puisque vous utilisez du désodorisant pour les aisselles, pourquoi ne pas en mettre sur les parties les plus malodorantes de votre corps? Ou en tout cas, celles qui pourraient l'être. Hein, ce n'est plus le cas avec le Crop Preserver. Et pour une fraîcheur sur le pouce, après votre séance au gym, vous adorez le vaporisateur tonifiant pour testicules Crop Reviver. Le Crop Preserver et le Crop Reviver. Vos testicules seront maintenant des testicules de Westmount. C'est un rêve possible! Tout ça grâce à Manscaped. Et oui, Manscaped, vos couilles vous remercieront. C'est leur slogan, j'invente pas ça. Obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Vous avez bien compris, 20% de réduction shipping gratis au manscaped.com en utilisant le code DST20. Allez, vivez sans regret. Allez, de retour à l'épisode. Midget 3, c'était qui ton roommate?
la midget 3, j'ai été coupé des Gaulois parce qu'il y avait il y avait Gabriel Girard, Raph Girard qui revenait. Fait que quand je me suis fait couper, je me suis fait prendre au lac Saint-Louis. Puis c'était comme assez loin pour être en pension, là, parce que j'avais école secondaire, tout ça. Fait que je restais. Eux autres, il n'y avait jamais eu de joueurs qui restaient en pension avant. Lyon et Saint-Louis sont comme connus pour les parents se prennent une adresse pour que les gars jouent là. T'sais, les Joe Drouin, ça vient de Deux-Montagnes, puis c'est pas Anthony Duclair, il y en a pas mal là. Nous, c'était, je pense, CC s'était retrouvé là, puis on avait. En tout cas, ça fait longtemps, même dans mes années puis oui, c'était fait. Je pense qu'il était comme 30 et 0 leur fiche, les Vipers de l'Or des Ormeaux, qu'il y avait tous les mêmes gars de mon âge qui étaient dans cette équipe-là. Puis Hockey Québec avait flippé il s'était rendu compte qu'ils avaient tous pris des adresses pour jouer là. Puis ils avaient flippé leur fiche à 0 et 30. Oh my Hockey Québec. Ouais. Fait que encore une fois, c'est ça qui arrivait quand je suis rendu midget. Puis moi, je suis resté il m'avait mis en pension chez Louis Leblanc, justement. Louis Leblanc, ben oui, c'est ça que je voulais c'est là que je voulais en venir, ouais. Ouais. Fait que j'avais resté chez Louis Leblanc dans le temps qu'il recevait des magazines d'université à tous les 2 jours. Là. Il y avait une pile ça d'autres dans son salon, là, sur le meuble du salon. Fait que tu sais, moi je voyais les écoles. Moi je pourrais aller là, moi j'avais aucune, tu sais. En jouant les Lions, tu te fais, c'est là qu'il allait chercher les joueurs, là, les universités. Les Lions, c'est les seuls qui envoyaient du monde dans mon temps, anyway. Mais ouais, c'est un gars spécial, tu sais, Louis Leblanc, puis tu sais, Sidney Crosby, on en parlait plus tôt des pratiques, il va essayer de mettre la puck dans le net jusqu'à temps que tu sais qu'elle soit gelée ou dedans, tu sais. Puis vraiment, la dernière personne que j'ai vu faire ça, c'était Louis Leblanc dans le midget 3. Et même si j'agelais, je pense qu'il me mettait dans le net avec la puck. Là. C'était quelque chose. Puis tu sais, à ce moment-là, il avait scoré 54 buts cette année-là. Tu sais, il était vraiment dominant pour son groupe d'âge. Puis j'aurais jamais pensé qu'il n'aurait pas joué dans la Ligue nationale. Tu sais, plus que ça. Là. Dans ma tête, c'est quand même un surdoué, ce gars-là. Ouais, les gens. Il y avait une drive incroyable, tu sais. Les gens à Montréal le connaissent peu, tu sais, ils savent qu'il a été choisi pour la ronde puis que sa carrière n'a pas fonctionné comme il aurait voulu, mais les gens qui suivent ça depuis plus longtemps, il était dominant, Louis Leblanc, là, tu sais, il était vraiment dominant. Toi, lui, t'es repêché en première ronde, 3 en 5e. Si je t'avais dit à cette époque-là, Louis, tu vas jouer demain, tu vas jouer pas mal plus de games dans la Ligue nationale que Louis Leblanc, t'aurais dit quoi? Louis Leblanc, c'était pas mal le meilleur joueur que j'avais vu jouer à ce moment-là dans ma vie, là. À 15 ans, j'avais pas vu rien de mieux que ça. Mais par exemple, j'étais vraiment confiant en moi. Ouais. Dans midget 3, 16 ans junior, là, c'est pas mal les années que j'ai été le plus confiant dans ma vie, là. Tu sais, je veux dire, j'ai eu un record de victoire de recrue à 15 ans dans la midget 3A. Après ça, j'ai été repêché première ronde. J'ai joué pas beaucoup de matchs à 16 ans junior, mais j'étais là toute l'année. Puis ça avait, je pense, j'avais eu 930 d'efficacité dans les 12 games que j'ai gaulé, mettons. Mais je m'étais créé une confiance inébranlable. Puis après ça, j'avais gagné l'or au moins de 18 ans l'été à l'équipe Canada, tu sais. Fait que honnêtement, à ma tête, à cet âge-là, à l'été, entre mes 16 et 17 ans, je pensais que je sortais quasiment premier overall dans ma tête. Je trouvais que, tu sais, j'étais physiquement, j'étais au sommet de ma forme. Tu sais, comme on parlait plus tôt, c'est dans ces années-là que j'étais avec, c'est marrant, Pascal, il va te le dire. J'avais vraiment, j'avais aucune inquiétude, puis après ça, je me suis retrouvé à Québec, puis ça a été plus tough. Ça a été plus tough à Québec, tu sais, j'avais eu des challenges, puis tout ça, fait que... toutes les manières que tu essaies de pas dire le mot Patrick Roy. Ouais. Mais tu sais, au début, à 17 ans, Pat, je l'aimais parce que c'était nouveau, puis il était pas vraiment sur mon cas encore. Tu sais, au début, sûr, dans les séries, ça a été différent un petit peu, là, mais...
c'est là que ça a pas mal changé, là, la fin de mon année 17, que ça a tourné au vinaigre, mais avant ça, tu sais, je veux dire, quand je suis arrivé de Moncton, Pat, il m'avait texté, puis l'équipe était à Bécomo. Quand moi, je descendais en auto de Moncton, puis il m'avait fait je dormais chez eux. Carrément. Il m'avait fait, tu sais, je veux dire, comment veux-tu pas l'aimer, tu sais, il m'avait accueilli à bras ouverts. Ouais. Je trouve ça de valeur, tu sais, en bout de ligne, parce que j'ai relu des messages, que j'avais envoyés à du monde dans ce temps-là. Ouais. Puis, tu sais, je disais, il est incroyable, tu sais, il est fin avec moi, tout ça, je suis chanceux, j'ai bien hâte de voir, tu sais, comment que je vais pouvoir apprendre de lui, puis, tu sais, tout était positif, là. Ouais. C'est de valeur que j'avais pas pu rien prendre, vraiment, de ce gars-là, tu sais. Qu'est-ce que... Comment dire? Est-ce que tu penses, parce que, tu sais, là, avec le Canadien, ils ont changé de coach, le nom de Patrick revient, est-ce que tu penses que ce gars-là va un jour recoacher dans la Ligue nationale? Vraiment, je pense que il serait un meilleur GM que coach, 100%. Là. J'ai jamais trouvé vraiment... Pardon? J'aurais pensé l'inverse. J'aurais pensé qu'il est plus coach que GM, mais toi, tu le vois plus comme GM que comme coach. Non, c'est pas un bon... il est pas bon verbalement. Il est pas capable de... Tu sais, il est pas... Un bon coach, ça prend, mettons, 25 joueurs que tu as dans la chambre. Puis, on s'entend, là, tu mets 25... Rappelle-toi ta classe, mettons, de secondaire 3. T'as pas mal de personnalités différentes dans une classe de même. Tu sais, dans une chambre de hockey, c'est pas différent. T'as plein de personnalités différentes. Faut que tu saches sur qui faut que tu pèses, sur qui faut que tu relâches, sur qui faut que tu donnes une tape dans le dos, c'est qui qu'il faut que tu dises qu'il a mal joué pour qu'il joue mieux. Tu sais, chaque personnalité sont différentes. Il est pas capable de comprendre ça personnellement, je trouvais. Tu sais, je sais pas, il est rendu comment comme coach. Ça fait longtemps. Là, tu sais, ça va faire 12 ans que j'ai joué junior. Là. Ouais, ça fait longtemps qu'il a coaché NHL. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre de Patrick Roy à ce moment-là, à cet âge-là? Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais aimé apprendre de lui, mais j'aurais aimé ça apprendre quelque chose de lui. C'est ça que je sais. Parce que j'ai parlé parlant de gardien, là, mais Jiggy, Jean-Sébastien Giguère, récemment, puis lui, il a eu Patrick à Colorado, tu sais. Puis à ce moment-là, c'était avant que Martin Saint-Louis soit nommé coach canadien. Puis je disais, bon, tu as eu Patrick à Colorado, finalement, ça n'a pas marché au Colorado, Patrick est retourné à Québec, mais Patrick, on pense à quelqu'un qui défonce une porte, là, tu sais, parce qu'il est fâché, puis il avait pété à télé, tu sais, dans le bureau, puis... Ouais, j'ai déjà vu péter des TV, moi aussi. C'est ça. C'est un classique. Puis j'ai dit, Patrick, tu sais, c'est encore possible, il est tellement old school. Et Jean-Sébastien m'avait un petit peu... il m'avait surpris, en fait. Il m'a dit, Patrick, il est pas old school. Il est new school. Puis il avait dit, excuse-moi. Puis il avait dit, puis moi, j'en ai aucune idée. J'ai jamais été coaché par Patrick Roy. Je le serai jamais. Il dit, ben, Patrick, il est new school. Patrick, il a coaché des jeunes. Puis lui, son expérience avec Patrick à Colorado, donc après toi. Puis évidemment, c'est plus des kids de 16 ans, là. T'es avec des adultes puis tu deals avec des millionnaires. Mais il dit, lui, il avait une approche, qu'il trouvait 2.0. Parce qu'il avait connu des jeunes millénarios, il avait coaché une nouvelle génération. Donc, est-ce que Patrick aussi a changé ou évolué depuis qu'il t'a coaché? Tu sais? Moi, ce que je pense, puis c'est ce que j'avais dit quand il s'était fait nommer à Colorado, j'avais dit, puis je l'ai dit tantôt, quand tu commences avec Patrick, quand Patrick se retrouve dans un nouvel environnement, spécialement quand Patrick se retrouve dans un nouvel environnement, comme il a fait quand il est arrivé avec Québec au début et pendant la Coupe Memorial, Patrick, il va pas être le gros trou de cul qui envoie chier tout le monde puis qui est fâché puis qui pète des TV, c'est la première année. Il est pas de même. Il le fait pas, il s'installe, nanana. Tu sais, il a fait ça à Québec. Ils ont gagné la Coupe Memorial. Y a-tu regagné une coupe après cette Coupe Memorial-là? Je pense pas. Québec? Non. Puis on a eu des bonnes équipes. Moi, je finissais l'année puis je braillais dans les bras de mon père puis j'écris, j'avais hâte que ça finisse cette année-là, tu sais. Tu comprends? Le camp de concentration, là, j'avais hâte que ça finisse. Tu comprends? Ouais. Mais au début, il était pas de même, tu sais. Je savais qu'elle allait faire ça au début. Ah, le cool guy qui arrive en ville, puis tu sais, le new school, puis tout ça, tu sais. Puis il met pas la pression sur personne, il fait pas chier. L'année d'après, les gars voulaient tous partir de Colorado. Je pense que Jiggy était là la première année de Pat. L'année d'après, tous les gars voulaient partir du Colorado. Là, c'est Matt Duchesne a fait ci, Matt Duchesne a fait ça. Pourquoi tu penses qu'elle n'a pas toffé, tu sais?
Parce que justement, une affaire qui m'avait fait rire, c'est que le fameux highlight où je me souviens plus que c'était contre quel coach, je pense que c'était contre Anaheim, là, tu sais, puis il s'envoie chier, puis la bande. Ouais, mais ça, c'est la première game de l'année, il me semble, là. Ça, hier, il m'avait fait rire, il dit ça, là. Les gens, ils capotent, il dit ça, là, c'est du théâtre, là. Ça, il dit, c'est tout du théâtre, c'est écrit. Il dit, je serais pas étonné qu'il soit allé voir le gars de la caméra. Non, mais le gars qui s'occupe. C'est ça le fait. Là, tu vas me... Enlève une vis. Enlève une vis ou deux, là, s'asseoir, ça va shaker bien comme faut. Je veux que... Là, tu sais, il a fait ça, puis là, les gars, évidemment, ils sont primés bien raides, parce qu'ils sont comme... Ouais. Il nous défend. Ouais, il est bon, il est opportuniste, c'est Pat, c'est normal, là, c'est un gagnant, pareil, j'aurais jamais rien enlevé de comment il était comme joueur, tout ça. Moi, j'ai pas eu une bonne expérience avec, mais ça veut pas dire que c'est le même pour tout le monde, je sais pas, je peux pas parler pour les autres. Pour revenir à ce que Jiggy a dit, c'est vrai que Pat était innovateur dans sa manière de faire, il était innovateur, il retirait le goaler. Il m'a déjà retiré à Rimouski en milieu de deuxième sur le fly, puis il m'a remis sur le fly sur le même chiffre. Fait que, je veux dire, il est très innovateur, puis il prônait la créativité. Par contre, moi, j'ai jamais trouvé qu'il était fair comme coach. Tu sais, c'est correct d'être dur, mais il faut que tu sois fair. Quand le gars t'en donne au bord, faut que tu sois capable d'en donner toi aussi, tu sais. Puis je me demande si il accepte que les gars soient vraiment new school, mais qu'ils font des turnovers puis que ça coûte des affaires au bord. Tu sais, je me demande comment il réagit par rapport à ça. Parce que c'est correct de prôner la créativité puis de dire j'enlèverai pas le bâton de tes mains. Mais quand tu fais une erreur parce que tu essaies de créer, puis tu te le fais dire, puis si tu te le fais pas dire doucement, des fois ça va à l'encontre un petit peu du new school, comme on dit, tu sais. Mais c'est vrai qu'il était très, très innovateur dans sa manière de coacher. Ouais. C'est qui le coach le plus fair que tu as eu? Écoute, c'est dur parce que Danny Flynn. Danny Flynn à Moncton, là, c'était le coach parfait pour du junior. Tu sais, dans la Ligue nationale, c'est dur parce que t'as beaucoup d'ego, tu sais, t'as à dealer avec des gars qui sont des superstars, puis que, tu sais, c'est dur, là. C'est dur de garder l'accountability dans une équipe de même. Mais tu regardes, mettons, ici à Pittsburgh, je pense que le coach est fair, il donne ce que tu es capable de donner, puis il tient les gars responsables pour leur manière de jouer, c'est sûr, là. C'est qui ton coach préféré que tu as eu à date dans la Ligue nationale depuis que tu es là? Probablement John Cooper. Coop. Ouais. Les gars que j'ai reçus au podcast avaient juste du positif à dire sur John Cooper. Ben, tu sais, tu regardes ça, puis tu vas à Tampa, puis ils trouvent pas tout que... c'est normal, les gars, c'est des... Tu sais, tu regardes Kucherov, c'est une superstar, tu sais, comment veux-tu lui dire comment jouer à la game? C'est sûr que... il dit, Cooper l'a déjà benché une période, pareil. C'est rare. Non, mais c'est rare. Quand c'est arrivé, tout le monde était comme, qu'est-ce qui se passe, Kucherov au bout du banc? C'était il y a 1 an ou 2, là. C'est peut-être coach qui a dit qu'il voulait plus rembarquer, par exemple. Tu sais, je sais même pas, là. Sérieux, là, là-bas, c'était quelque chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de superstars. Puis, mais, tu sais, les gars l'appellent swag ici, mettons, là. Il se promène, puis il mange sa gomme, tu sais, il est comme, mais tu trouveras pas plus doux que ça, tu sais, tu trouveras pas plus ouvert que ça, tu sais, il est cool, il est ouvert aux idées, tu sais, il est pas fermé sur ses propres idées. Moi, je trouve, pour avoir eu plein de coachs, tu sais, qu'il est très bon, puis il est très à l'écoute, puis tout ça, mais il y en a qui ils ont juste vu ça dans leur carrière, puis peut-être qu'ils partagent pas la même opinion, parce que ils savent pas qu'il y a d'autres choses ailleurs qui sont pas si cool que ça à avoir, tu sais. Ils sont pas, ce que je dis. Ils sont pas au courant de quel point ils l'ont facile. Alors, ouais. Tu sais, quelquefois dans le podcast, on passe du coq à la truie, ben, on parlait tantôt, ce qui nous avait amené dans notre chire, c'est que t'étais tu roomais avec Louis Leblanc, chez Louis Leblanc, puis t'as dit justement, j'étais confiant de ça, tu sais, à ce moment-là, puis Louis était fort aussi. Selon ce que tu connais de Louis, tu sais, puis c'est drôle parce que quand je pense à Louis Domingue puis Louis Leblanc, dans ma tête, pas mal les opposés. Tu sais, Louis Domingue, funny, casual, jaseux, Louis Leblanc, cérébral, timide, un petit côté student of the game. Selon toi, pourquoi Louis Leblanc, ça n'a pas fonctionné dans la Ligue nationale? Écoute, il y a eu beaucoup, beaucoup de pression toute sa vie, là, ce gars-là, non seulement par le hockey, mais par son père. Son père mettait beaucoup de pression, mettons, au niveau scolaire. Ce qui m'a d'ailleurs surpris qu'il ait quitté Harvard pour aller jouer dans le junior à Montréal, parce que
je te dirais que son père a toujours mis plus d'emphase sur l'école que le hockey. Est-ce que tu penses que Définitivement. peut-être parce que trop au sens où Louis était peut-être plus intéressé par le hockey, mais il était pris entre l'arbre et l'écorce? Je pense qu'au niveau, mettons, potentiel de skills, tu sais, mettons, de créativité offensive, il avait topé, Louis, il était, parce que c'est un gars qui était vraiment intense. Je pense qu'il aurait pas nécessairement fait un première, deuxième ligne dans la Ligue nationale. Peut-être, mais je pense qu'il était plus un bon joueur de 3, tu sais, qui travaille fort puis qui est capable de t'amener un 15 à 20 buts par année, tu sais, mais parce que c'est un train, ce gars-là, tu sais, puis il s'entraîne fort, puis je pense que les blessures l'ont rattrapé, là. Il a fini sa carrière de même, là, sur une blessure, puis je sais pas, tu sais, c'est un marché très spécial, Montréal. Je peux pas te dire, parce que j'ai jamais joué à Montréal, mais c'était pas évident, là. Ça venait avec beaucoup de pression, je pense, son affaire, là. Ça venait quand même avec une grosse demande d'accomplissement parce que, tu sais, j'étais là, moi, à son repêchage, puis ça scandait son nom dans les estrades. L'aréna au complet voulait qu'il n'y avait pas le choix de repêcher, puis tu sais, juste ça vient avec beaucoup de pression, je pense. Ouais. Ah, j'étais dans le building, puis c'est Louis, puis j'étais comme ouf. Ouais. Est-ce que Montréal, c'est quelque chose que tu aimerais vivre avant de prendre ta retraite? Ou pas du tout? Ben écoute, j'ai toujours voulu le faire. Je pense que la manière que l'organisation était faite avec Timmins puis Marie Bergevin, il n'y avait aucune chance d'aller là parce que les deux m'aimaient vraiment pas. Mais maintenant que... Comment tu sais ça? Pourquoi tu dis? Parce que les Canadiens ont eu bien des chances d'aller me chercher. Ça, tu le sais. Puis ils ont préféré Anthony Emi, puis tu sais, regarde, en tout cas. Peu importe, là, c'est correct, là, j'ai fait mon chemin ailleurs, puis c'est correct. Mais maintenant que l'organisation a changé beaucoup avec le départ de Timmins, Bergevin, tout ça, c'est peut-être un jour, je sais pas, tu sais, ça m'a toujours plu d'aller jouer pour le Canadien. Je pense que j'aurais du succès dans cette organisation-là, éventuellement. Mais écoute, who knows? Je pensais pas jouer dans la Ligue nationale en août passé, fait que je saurais pas dire. C'est plus jamais jouer une game en haut, puis t'en as eu une belle. C'est drôle parce qu'en plus, quand on regarde ton DB, tes 3 dernières games dans la Ligue nationale, c'est pour 3 équipes différentes. Tu as joué une game Pittsburgh, une game Calgary avec ton meilleur ami, Daryl Sutter, une game à Vancouver sur 3 ans. On dirait que c'est comme une joke. 1-1-1. Ton parcours est comme tu sautes d'une roche à l'autre, évidemment pas volontairement. Là, mais les dernières années ont été tough, là, ça a été beaucoup de ça, là. Puis c'est drôle, je suis en avion avec Derek Brassard, puis il me disait lui aussi, il avait passé par ça, une année de 3 équipes, puis c'est tout ça, ça fait une coche d'un patin faire ça, là, je veux dire, là, dans ton moral, là, c'est dur, puis surtout quand t'as une famille, là, de trimballer la famille à gauche à droite, là. L'année passée, c'était le pay by far, là, dans l'équipe de pratique. Ouais. Mais Derek, il joue encore dans la nationale, il est-tu à Phoenix? Ouais, il est à Philly, il avait une bonne saison, il avait un bon début de saison à Philly, mais il s'est blessé, là. OK. Il a vu qu'il a changé les dernières années. Je savais pas qu'il était rendu là. Pourrais-tu me raconter, t'as-tu pris part à un goalie fight dans la East Coast, toi, mon petit Vlimeux? Dans East Coast, je me battais plus avec des joueurs. OK, la East Coast, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment eu du fun. Ça venait aussi après un temps où que j'avais été dans un camp de concentration pendant 4 ans à Québec, là. Fait que quand je suis sorti de là, ça m'a fait vraiment du bien. Puis je pouvais devenir un adulte. J'étais en fait laissé à moi-même. Puis j'ai fait plein de belles rencontres dans East Coast, des gens que je parle encore, dont un de mes très très bons amis qui est à Calgary. À chaque fois que j'allais jouer contre les Flames, au fil des ans, on avait notre routine, on allait manger ensemble au resto, puis lui il a passé, là, mettons, à travailler dans une compagnie d'énergie, là, mettons, Gaz Métro, puis Atco qu'on appelle, puis il n'y avait pas d'enfant, pas de blonde. Après, l'année après, il est devenu avec une blonde. Après ça, 2 ans plus tard, il y a un enfant. Puis là, j'ai signé à Calgary. J'ai rencontré son gars, puis tout ça. Puis là, il y a un autre enfant. Je l'ai vu évoluer lui aussi, au travers de tout ça. Puis ça a été vraiment mon sauveur l'année passée, là, dans cette année de misère que j'ai eu, là, d'avoir cette chum-là que j'ai rencontré dans East Coast. Mais pour venir à ton affaire, hein, dans le temps. D'ailleurs, moi puis lui, on se faisait des passes en arrière du net en plein milieu d'une game. Là. Mettons qu'il y avait une bataille en haut sur le coin, là, je sortais en zone
défensive en arrière de mon net, puis j'ai donné un out. Voyons. J'ai passé à la puck. Oh, ouais, c'était vraiment quelque chose. Ah ben ouais. Puis, les batailles, c'était une ligue un peu... ma première game dans la course, on jouait contre Toledo, puis je goulais pas ce game-là. Puis j'ai passé comme, tu sais, quand tu fais les tours dans la zone, là, j'ai passé proche de la rouge. Ouais. Puis le tough, l'autre bord, il a slashé mon hockey. Oui. Mon hockey s'est retrouvé jusque dans le fond de leur zone. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher mon hockey dans le fond de leur zone, dans eux autres. Je me faisais garocher des pucks. C'était quelque chose. Mike Liambis, le gars, il a fini par jouer des games en Ligue nationale, lui aussi. Puis, c'est ça, là, il y a toutes sortes de batailles. Tu sais, les goalers, là, ça peut pas se battre ben longtemps qu'un joueur. C'est pas long que quelqu'un embarque, tu sais. Ouais. Embarque dans le tas. Puis, mais c'est plus dans la Ligue américaine que on jouait contre les Phantoms de Philadelphie. Puis, on menait 2-0. Ils avaient retiré leur goaler. Fait que, il y avait un gars dans la box. Ils avaient retiré leur goaler. Nous, on avait un gars dans la box. Eux, il y avait un gars dans la box. On a retiré leur goaler. Fait que c'était 5 contre 4. Mm-hmm. Pas de goaler. Puis là, ça a commencé à se pogner au centre de la glace en la fin de la... C'était comme, je sais pas quoi, 30 secondes à la game. Puis ça se pogne. Puis Ty McGinn, il était en train de se battre contre Connor Murphy, qui était le premier choix des Coyotes, qui quand même était un gars fragile. Il revenait d'une opération. Puis, tu sais, Murphy, il voulait pas se battre pantoute avec. Puis le gars, il envoyait des dynamites. Tu voyais les points passer, tu sais, comme il effleurait le nez, les uppercuts, ça rentrait au poste, ça avait aucun sens. Puis le coach me criait, parce que vu que il était un joueur de plus sur nos gars, le coach me criait du banc, puis il disait « Don't let this happen, don't let this happen, don't let this happen », parce que j'étais le seul gars qui était capable de rentrer. Fait que là, moi, j'étais allé pogner McGinn, j'étais allé séparer leur bataille. Puis quand ça s'est arrivé, le gars dans la boîte de punition, Chris Newberry, vous checkerez ses statistiques, il sort de la boîte de punition, leur goaler du banc sort du... Fait que là, il était rendu eux autres 7 contre nous 5. Puis je me fais pogner par... Il y a une photo de moi, là, que c'est... Je suis dans le milieu, puis il y a 5 gars, 5 oranges autour de moi qui étaient en train d'envoyer des coups de poing. Puis là, je finis par pogner avec le gars-là, mais lui, il est venu avec son casque d'en face. Moi, j'ai plus de casque, plus rien, tu sais. Il est venu avec son casque, puis il veut se pogner avec son casque. Fait que j'ai passé à moitié de la bataille. Je me faisais tenir comme Maurice Richard, là, par l'arbitre. J'avais de la misère à sortir mes bras de là. Puis j'ai fini par enlever le casque du goaler, mais on n'a pas pu se battre square and fair cette fois-là, tu sais. Mais ça avait brassé pas mal ce game-là. Mais tu sais, il y a eu une game contre Corey Perry aussi à Anaheim. Il m'avait plaqué en arrière du net, je m'étais relevé, puis je l'avais pogné par les oreilles. Mais encore une fois, là, tout le monde rentre, puis ça se pogne. Puis dans la Ligue américaine, cette année, j'en ai eu une autre, une bonne, où il y avait une punition à retardement pour les Bears d'Hershey. Ah, contre Foucalé? Non, il était pas là. C'était un autre qui gaulait, mais fait que là, je m'en vais au banc en deuxième période, fait que je passe devant leur banc. Puis là, ça commence à se pogner parce que c'était un coup salaud, la punition. Puis là, moi, je suis bord, puis je crie des affaires parce que, c'est ça, on a scoré sa séquence, mais quand on a scoré, l'arbitre a sifflé avant parce que ça se pognait. Fait que là, moi, je suis allé à cause qu'on avait scoré, tu sais, je suis allé à l'arbitre, je dis, voyons donc, on a la POC, comment t'arrêtes le jeu, tu sais, on a un filet désert. Puis je me remets, j'entends un gars me crier après en arrière de moi du banc, puis c'était Dylan McCarlatt. Lui, il était drafté je me suis 11e overall, je pense, mon année de draft par les Rangers, puis ça a été un tough, là, c'est un tough. Vous checkerez ses stats à lui avec. Puis, là, il me crie après. Je m'en vais, qu'est-ce que tu veux, toi, Calice? Là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Attends, là, je dis, premièrement, une punition à retardement. Deuxièmement, c'était un time-out. Fait que je suis rendu au banc, tu sais, j'avais le droit d'être au banc. Je dis, Chris, tu t'en rends-tu compte? Puis là, il me dit après, fait que là, je m'en vais dans sa face. Puis il continue de me crier des affaires. Fait que j'ai crissé une pousse aussi avec mon bloqueur puis ma mythe. Il a manqué de tomber sur le cul. Fait que là, ça a tout amené le monde, ça a chialé, tu sais. Puis je me suis fait agacer par eux autres tout le reste de la game. Les gars m'attendaient quand je retournais au net, ils m'attendaient devant mon but, là, enfin, ça se poussait, tu sais. Moi, je suis pas le genre qui fait piler ses pieds, tu sais. C'est peut-être pour ça aussi que avec Patrick Roy, ça clashait parce que j'ai tenais tête, tu sais. Pourquoi je me laisserais, tu sais, faire
faire abuser de même. Jamais je le ferais. Là. Ouais. Et quand tu te laisses faire ça, il y a du monde qui prend avantage. Fait que moi, ça n'a jamais été dans mon livre à moi de faire ça. Là, fait que non, j'ai toujours aimé ben ça me pogner. Là. Je me rappelle quand j'étais dans le R3 d'été, d'ailleurs, il y avait une bataille générale de même. Voyons. On était jeunes, on était jeunes. Ça arrive souvent, ça. Tu le vois tout le temps, là, les vidéos à cette heure des parents, pis ça, t'entends, ça écrit, les joueurs se battent, tu sais. En tout cas, hockey mineur, dans le temps, ça s'était pogné ce fois-là, puis je me rappelle, je m'étais couché le soir, puis j'avais dit à mon père, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que l'adrénaline de la patente à cet âge-là, t'es comme yes! Ah, c'est vrai, tu sais, dans le temps, on voyait ça souvent, hein, à télé, tu sais, on voyait ça souvent. Tu sais, quand je suis arrivé dans le junior, les règles ont changé, là, tu sais, je suivais l'événement de Joe Roy. Fait que les règles de bataille ont toutes changé au moment que Joe Roy était parti après ce goaler-là. Ça a tout changé. Moi, je trouve vraiment que c'est à partir de ce moment-là que les batailles ont commencé à réduire. Là. Ouais. Puis, le futur, ouais. Ça allait, je pensais que ça allait comme l'élément déclencheur de la transition. Ouais, vraiment. En tout cas, au hockey au Québec, ça, c'est sûr et certain. Ouais, parce que ça a trop marqué l'imaginaire collectif. Tu sais, c'était rendu que que pas le hockey, t'as-tu vu ça, tu sais? Ouais, c'était ça, puis c'était le ministère avait géré à patente, genre, tu sais, c'était même plus juste la ligue, là, la ministre des sports et loisirs avait fait changer les règles, là. Puis c'était rendu que, tu sais, un goaler qui se bat avec comme une quinzaine de matchs, ça faisait plus de sens de le faire, tu sais, c'était comme quand tu traversais la ligne rouge, c'était tel et tel nombre de matchs de suspension, ça se faisait plus, là. Quand on parle des ligues mineures, tu sais, il y en a du monde qui passait, c'est un moulin à viande de joueurs de ligues mineures, puis je regardais ça quand je te regardais je sais pas si c'était ton début ou ton Elite Prospects, puis en 2013-2014, c'est quand tu jouais avec les Gladiators. Cette année-là, sais-tu il y a combien de goalers qui ont joué pour votre équipe? Probablement pas mal, parce que c'était l'année du lockout. Il y a eu 13 goalers qui ont joué. Ouais. Tu sais, c'est comme, dans quel contexte, dans une équipe, dans la même saison, tu vas avoir 13, 1, 2, 3. Je vais t'en donner deux contextes. Ouais. L'année du lockout, parce que quand le lockout finit, il y a des gars qui montent, etc. Ça, c'en est un. Puis l'autre, c'est la COVID. Tu regarderas regarde les Lions de Trois-Rivières pour la fun cette année. C'était 2013-2014, celle-là, que je t'ai dit. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça, c'était pré-COVID. Tu sais, COVID avec ça, oui. Je pensais que c'était 2012-2013, la première année, on avait eu bien les goalers aussi. Ah, ok, ouais, ben ça, c'est Parlant de goaler, je sais pas si c'est parce que apparemment que c'est un bon personnage, mais tu le sais plus que moi. T'as été en Arizona avec Mike Smith. Apparemment que c'est tout un client, ce cher Mike. Un bon personnage. Ouais, il est spécial, mais qui l'est pas, tu sais. On est tous spécial. Sauf que, tu sais, mettons, ce que je retiens de ce gars-là, c'est que c'est vraiment un phénomène physique, là. Regarde, il a 40 ans cette année. Il joue encore pareil, là, on va se dire. Mais c'était comme, il marchait, là, 6 pieds 5, pas un estince de graisse sur le corps, ripped et musclé comme jamais, un esti d'athlète, genre, pour vrai, de toutes les équipes que j'ai joué, c'est le meilleur athlète que j'ai vu. Ah ouais, hein? Oh, ouais. J'ai un ami qui coproduit le podcast qui est goaler, il était goaler à Princeton, il y avait eu des pratiques avec lui, je sais pas pourquoi, des pratiques d'été à l'époque où il jouait. Puis il disait que, tu sais, comme il est connu pour être bon pour manier la rondelle, là, Mike Smith, mais dans les pratiques de goaler, de la ligne rouge de son but, il l'envoyait dans vitre l'autre côté de la patinoire, derrière l'autre but. Ouais, ça se peut. Non, c'est sûr qu'il joue, il a des bonnes skills, mais il était beaucoup porté à trop en faire souvent, puis je pense que c'est sûr que c'est le gars que j'ai vu se faire pogner le plus en dehors de son net. Là. Ouais. Encore à ce jour, c'est comme si, mais c'est un peu ça, Mike Smith, il apprend pas, il est un petit peu peut-être dur, il joue sur sa goal line. Ouais. Il joue très profond dans son net, c'est clairement toutes les statistiques, tous les coachs de goalers vont dire, non, c'est pas la manière de le faire, là, ça va te coûter trop de buts, mais écoute, c'est le même qui goalait dans le temps, dans une ligue qui était beaucoup plus lente. Quand j'ai commencé en Arizona, là, même là, mettons en 14-15, là, c'était pas la même ligue du tout. Là, c'était slow, puis t'avais le temps de t'ajuster, puis de jouer plus profond, ça lui donnait le temps de se déplacer, puis d'arriver de battre la passe, mettons. C'était Schoenberg qui avait montré ça, puis en tout cas, on lui donnait, il était encore dans la ligue, puis il fait bien ça. T'sais. La mode, pas dire que c'était la mode, mais c'était un peu la mode d'Henrik Lundqvist. Henrik qui jouait deep. Ouais.
Les goalers disaient, ah, OK. Puis La majorité des goalers étaient de même, tu sais. La majorité, c'est sûr, tu avais les quick, mais qui étaient exceptionnels pour rattraper l'écart en se déplaçant parce qu'ils étaient flexibles et fluides, mais la majorité des gros goalers jouaient profond. Arizona, tu sais, c'était une équipe qui, bon, clairement avait ses défauts, puis ça a toujours été difficile, mais il y avait une affaire qui allait tout le temps bien en Arizona, c'est que c'était comme une usine à goalers. Tu sais, t'allais en Arizona, puis tu devenais un bon goaler. Tu sais, Brizgalov l'a été, Mike Smith, ça a été là. Devin Dubnyk est devenu un All-Star, il a été changé. C'était-tu Shandberg? C'était quoi la raison qu'en Arizona, les goalers devenaient vraiment bons tout d'un coup? En Arizona, dans les temps de Tippett, il disait souvent, tu sais, comme on va jouer Coyote Ugly. C'est comme le film, là, c'était sa manière de dire Coyote Ugly, c'était, on gagne, tu sais, mettons, c'est 2-2 après 2, on gagne 3-2, c'est sûr, tu sais, on va aller scratcher un but, puis on n'avait pas de misère à gagner 2-1, tout ça, parce qu'il y avait un système qui était, ma première année en 2010, quand j'ai été repêché là, on était honné par la ligue. Man, c'est incroyable. À ce temps-là, c'était vraiment quelque chose. On avait des combines des Cards de l'Arizona, l'équipe de football, là. C'est vraiment, tu sais, comme un rouge vif avec un logo de la NFL, mais un logo de la NHL patché par-dessus que tu vois quand t'es, tu sais. Je te dis, là, c'était pas chic. Puis, je m'en allais avec ça, non? Ça, c'était Don Maloney, le GM dans ce temps-là, puis il mettait le line-up, mettons, sur le tableau, là, dans le camp des recrues, puis il disait, OK, bon, là, vous voyez, ici, on a un spot là, puis un spot là. Donc là, il était comme, il n'y a aucune superstar ici, n'importe qui peut, tu comprends? C'est une équipe, pas de superstar, on est tous égal, on se bat tous pour notre survie, mais on est comme des misfits, tu comprends? Fait que c'était ça qui était le mot d'ordre en Arizona, il y a comme pas de superstar, parce qu'il y en a toujours pas eu, là, d'ailleurs, depuis ce temps-là. Puis c'est ça, tu fais comme le Coyotes Way, puis tu scratches des victoires ici et là, puis c'est ça. Puis c'est le même qui sont rendus en finale de conférence en 2011-2012, là, c'était vrai. J'étais là comme troisième goaler. Fait que c'était toute qu'une histoire, toute qu'une aventure, ça. Ils ont sorti des équipes, là. Mike Smith, il laissait la tête, c'était quelque chose, là. Ah ouais, ça a fini contre c'était contre LA que ça a fini. LA ont gagné la coupe cette année-là. Ah ouais, puis contre ouais, je m'en souviens, il est arrivé quelque chose, c'était une game 6 ou 7, mais je me souviens qu'il y avait Dustin Brown, il a fait quelque chose de chien de playoff, puis dans le handshake. Je me souviens, je sais pas si c'était Shane Doan qui était comme toi, mon hostie. Non, il y avait pas d'hostie là-dedans, ça se dit que tu dis. Mais c'était peut-être pas Shane. Mais ils ont tu te rappelles de l'histoire de Stéphane Auger à Montréal? Stéphane Auger, c'est pas comme s'il n'y en avait pas beaucoup d'histoires avec, là. Ouais. Mais c'était arbitre, là. C'était un arbitre en chef. Puis il y avait une histoire aussi. Ouais. Il y avait eu de quoi avec Burroughs aussi. Mais oui, avec Shane Doan, il avait dit qu'il avait traité de fucking frog. Ouais. Tout là, tu te dis, bon, Shane Doan, Shane Doan, 40 ans, il avait 40 ans, je jouais avec, il disait fudge. Il disait fuck, tu sais. Un bonhomme de 40 ans qui dit fudge ou frick, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que t'as pas traité de fucking frog, c'est impossible. J'ai jamais vu un gars avoir autant de respect pour n'importe qui, tu sais. C'est un très, très religieux, ça fait aucun sens, tu comprends, tu sais. C'est toutes des, tu sais, Shane Doan, c'était comme. Ce gars-là. Il lève le ton à une personne, lui, puis c'est des arbitres. Ouais, c'est ça. Les arbitres, hein, il est tough avec eux autres, mais, tu sais, il traite pas, il est pas impoli, il fait juste dire, il argumente sur tout. Mais jamais il traite personne de rien, là, ce gars-là, c'est impossible. C'est ça. Si tu le connais, tu vois que c'est pas... Ouais. Dans la catégorie personnage, à Phoenix, tu as joué avec le gars qui est, selon les autres joueurs de la Ligue nationale, le gars le plus drôle. Tu as joué avec Keith Yandel. C'est vrai qu'il est drôle en temps, ce gars-là. As-tu texté quand il a battu le streak? Non, en fait, tu sais, dans ce temps-là... J'étais plus vieux, j'étais jeune, j'étais nouveau, j'ai pas vraiment de lien avec personne de cette équipe-là, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas pareil. La ligue était pas pareille, là. Les gars vieux, ça se tenait tout ensemble, les jeunes, on apprenait sur le tas, mais c'est pas comme de nos jours où tout est mélangé, puis les jeunes fait avec les vieux, c'était pas pareil, là. J'ai jamais vraiment parlé tant que ça, là, tu sais. Mais malgré, qui était dans ma chambre, tu sais.
C'est ça. Ah, vous étiez co-chambreur en plus. Non, mais dans ma chambre, dans la chambre de hockey. C'est-à-dire, vous n'avez pas des discussions sur les enfants et l'avenir. Non, du tout. Est-ce que parce que je pense que t'étais à Tampa, mais avec Vasilevski, mais je pense les superstitions de Vasilevski, apparemment que c'était quelque chose. Vraiment, puis j'en ai une bonne histoire justement là-dessus. Il y a une fois, on était en finale de conférence à Washington, puis Washington, c'est probablement, même assurément, avec Boston, mettons, la pire chambre dans la ligue de visiteurs. C'est minuscule, il fait chaud que le Christ, c'est humide. Puis moi puis Vasil, on est collés l'un à côté de l'autre dans la chambre. Son stall est à côté du mien. Puis nos deux plastrons sont dos à dos sur des crochets, sur des supports à linge, mettons, là, accrochés un contre l'autre. Puis Vasil, il est comme Nadal avec ses bouteilles. Il y a peut-être, mettons, 6-8 bouteilles de placer, puis il faut, les logos sont tous placés en ligne, puis il est vraiment de même. Il plie ses boxers, puis ses bas, puis il met, c'est comme Nadal, là, pareil. Puis là, j'ai pour mettre mon plastron. Rendu à ça, je prends mon plastron de son crochet. Les deux bras, avec les velcro, se sont attachés ensemble pendant qu'il faisait sécher, avec le vent, whatever. Les deux velcro, le mâle puis le femelle se sont mis collés. Là, j'enlève mon chest de mon affaire, son chest tombe, les bouteilles partout, tout partout à terre. Là, je capote parce que ce gars-là, c'est comme tellement, on est en finale de conférence, là, Game 6. Là, je capotais ben raide. Là, j'étais à genoux en train de ramasser les bouteilles, j'essaie de les mettre pas, il dit, get the fuck out of here. Non! Il m'a dit juste, décris. Je suis pas à mes affaires, je m'en occupe. Ah, va-t'en. Aviez-vous gagné ou perdu cette game-là? Non, c'était pas Game 6, c'était Game 4, on a gagné Game 4. Fait que on a gagné, il a gaulé next game, mais il est pas superstitieux au point qu'il faut que je le refasse. Ça serait Sid, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça que t'as dit, tu stops. Lui, il est extrêmement routinier. Vas-y. C'est la même chose, jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. C'est la même affaire tout le temps, game après game. Il se prépare de la même façon, il a sa routine. C'est la fois où Washington a gagné la Coupe et Washington, la série 3-1, vous êtes revenus puis ont gagné en 7. Ouais. Toute une série. Ouais, incroyable. C'est-tu 3-1? Non, 2-0. 2-0. 2-0. Ils nous ont battus à la maison, bing bang. On les a battus 3 fois en ligne, puis ils nous ont battus 2 fois en ligne. Ah, c'est ça. On menait 3-2 à Washington, on s'en est là. J'ai jamais vu une équipe se faire dominer de même d'une game de série. C'était hallucinant. À Washington, Game 6, là. Ouf! Ils nous frappaient. Eux autres, ils nous frappaient. Il y avait à POC, ils ont scoré comme les 2 premiers buts de la game. Mia Khalifa était dans la vitre, elle avait reçu une rondelle sur le sein, ça avait pété son implant. Oui. T'as jamais entendu parler de ça? J'ai vu la photo. Dans le warm-up, elle était de notre bord. Mais non! Ouais, elle était dans, là, tout le monde parlait. J'étais allé voir Renaud, on la voit sur le banc, je disais, hey, Renaud, t'as-tu vu ça là au bar, Mia Khalifa? Renaud est comme, arrête donc. J'ai juste vu la photo, ces médias sociaux, que c'était Mia Khalifa avec Ovechkin. Je pensais que c'était une vieille photo, mais ça, c'était dans les playoffs de 2018. Les playoffs Game 6, elle avait reçu une puck sur son sein pendant la game. Sur son implant, elle avait popé qu'elle avait dit. Mais non, j'ai jamais entendu cette histoire-là. Incroyable. Je l'ai entendu raconter cette histoire-là sur un podcast, d'ailleurs. Ah, mon Dieu, mais c'est incroyable. Mia Khalifa qui est une porn star pour, en tout cas, qui l'a été, certainement. S'il y en a qui sont comme, poète, chanteuse. C'est vos recherches. En même temps que Dylan McCarlat. McCarlat, ça. Hey, je m'en souviens, Dylan McCarlat, je me souviens quand il était pris, dès le moment, j'écoutais Draft, puis je me souviens à ce moment-là me dire, trop tôt. Je me souviens, on pensait, mais ça n'a pas marché. Lui, je me souviens, il a été pris, j'ai fait, Puis de tout ça, c'est un des gars qui a le moins joué à NHL, mais je me souviens me dire, ah man, 12e, non, comment, impossible, il reste plein de gars. Le Canadien avait pas fait un ben meilleur choix ce draft-là, d'ailleurs. C'était quelle année, ça? 2010. C'était qui? Très similaire, mais David Fisher. Moins, non. Tenordi. Ah oui, Jared, ben t'as joué avec en Arizona ou non? Ouais, c'est ça. Ah, les gros bonhommes. Comme tu dis, l'ancienne Ligue nationale, Louis. Ouais. D'ailleurs, tu sais, comme un recruteur-chef, t'es supposé être visionnaire un peu, là. C'est un peu ça ta job, là, d'être visionnaire. Ouais.
Mais bon, on s'allongera pas sur Timmins, hein. Il est plus là. Moving forward, ben, je pense, ça me Ouais. fait penser que c'est que j'ai vu un jour une game de Nashville, puis je voyais le bon vieux Mike Ben oui, toi. Karen, j'étais comme, ah ben, un revenant Mais Nashville a aussi fait jouer Jared Tenordi. ils ont ramené C'est le genre d'équipe qui sont tête au cap, ils pognent les gars de même, là, pour les former first round. ouais. Tu en as parlé, la fameuse série 2018, que, ben oui, 0-2, 3-2, puis ils reviennent. Puis finalement, c'est l'année où Ovechkin a finalement, exercise the demons, comme disait Jim Carrey. Puis il a finalement gagné sa coupe. Puis après ça, Tampa a fait, il y a eu la fameuse défaite là, contre l'année d'après contre Columbus en 4 qui avait choqué le monde du hockey. Puis après ça, ils ont décidé de faire des changements. Puis ils ont été chercher Curtis McElhinney comme backup. Ouais. Est-ce que tu as regardé la game de la finale 2020 quand les Lightning a gagné la coupe ou tu ne pouvais pas regarder cette game-là? Je me rappelle plus si je l'ai regardé. C'était dur, là, c'était vraiment tough parce que effectivement, j'aurais probablement dû être là, puis j'avais tout fait pour être là. Je la comprendrai jamais, mais anyway, c'est arrivé. Ça a été tough, mais j'étais content pour mes chums pareil, là, parce que j'avais vraiment plein d'amis dans cette équipe-là. Probablement l'incident du plastron qui t'a sorti de Tampa en ce qui me concerne. Ah, possiblement. Mais tu ris, mais pas si loin de là. On va laisser ça là. On va laisser ça là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Non, je me souviens plus. Tampa, bref, en tout cas, t'as joué à Tampa. Ils t'ont-tu racheté ou ton contrat était fini? Non, il me restait 1 an. Ils m'ont carrément cette année-là, je suis arrivé au camp, ils m'ont pas fait faire le camp. Je pratiquais à 6h30 le matin avec le coach de goaler parce qu'ils voulaient pas que je me blesse. Fait que je suis dans une situation contrôlée. Ils m'ont envoyé des mineurs la seconde qu'ils ont pu pour m'enlever de leur masse salariale, parce qu'ils étaient serrés sur la masse. Puis là, je suis allé chez nous parce que même le camp de la Ligue américaine n'était pas commencé encore. Je suis arrivé chez nous. Après ça, j'étais allé dans la Ligue américaine. On était 3 goalers parce que j'étais pas dans leur plan. Ils avaient signé d'autres gars. Ils pensaient m'échanger. Fait qu'ils avaient signé d'autres gars pour remplir les postes nécessaires quand je serai plus là. Fait que on était 3 goalers à s'alterner. Puis au début de la Ligue américaine, dans la première année, tu joues une fois ou 2 par semaine, max. Ouais. Dans le mois d'octobre, il n'y a pas beaucoup de games dans la Ligue américaine. Puis j'avais joué... J'étais pas prête à gauler, là. Je n'avais rien fait pour me préparer à gauler des games, puis bon, je gaulais jamais. Puis là, éventuellement, je me suis fait échanger à Jersey. Puis c'est ça, là, ça a pas tant bien été à New Jersey. J'ai eu des hauts et des bas, puis fini par me refaire échanger. On a changé. J'ai eu 2 coachs là-bas, 2 GM à New Jersey. Est-ce que je me suis changé à Vancouver? Cette année-là, j'ai eu Cooper, j'ai eu Ben Grou, j'ai eu le coach à Binghamton dans la Ligue américaine. J'ai eu John Hines, j'ai eu Nasradine, j'ai eu le coach à Vancouver après. Tu sais, comme à un moment donné, là, le message, là, comment je veux dire? Puis les coachs de goaler, c'est la même chose. Là. J'en ai eu 5 cette année-là. Là. Mm-hmm. C'est dur, là. C'est dur d'aller à une place puis de pas t'en aller là avec un but en tête puis d'être seté puis tout ça, tu sais, c'est tout le temps. On dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai couru après ma queue pendant 2 ans. Puis cette année, c'est la première fois que je peux aller à quelque part puis m'établir un but, tu sais, puis savoir où je m'en vais puis tout ça, tu sais. Ça fait du bien d'avoir une certaine stabilité là, mentale aussi là-dedans, là, tu sais. Un petit peu, ouais. À Tampa, une vidéo que tu avais fait connaître de plein de gens qui te connaissaient pas, mais tu sais de quoi je parle, mais quand tu avais été t'as fait une joke où tu faisais comme tu étais un bouncer du vestiaire, puis les gars arrivaient, tu étais comme un bodyguard, puis cette vidéo-là avait quand même beaucoup circulé. T'as-tu eu beaucoup de feedback de cette, t'as-tu fait comme, OK, mon Dieu, il y a une ampleur que je sens, il y a comme un, je peux pas dire. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tant un gars dans la chambre qui filmait. Puis moi, fils de caméraman, je réalise tout le temps quand il y a une caméra autour, tu sais, je suis comme habitué à ça. Mon père m'a mis une caméra en face toute ma vie, fait que tu sais, j'étais habitué avec ça. Là, je voyais où ça en allait avec ça, ce film. Tu sais, c'est comme, il était pratiquement dans, tu sais, tous les joueurs passent, fait que j'ai dit, je vais faire comme si il mettait sa main, puis je donnais. Fait que, au début, je faisais un fils à caméra pour comme
le faire aux fans, finalement, qui regardent ça après la game. Puis là, tu sais, je le faisais, puis à un moment donné, tu sais, je le faisais en surprise, puis là, le monde, il commençait à dire, à aimer ça que je le fasse. Puis là, à chaque fois que je prenais off de le faire, le monde chialait, tu sais, on n'a pas eu notre affaire, tu sais, nan. Puis là, ça a commencé à évoluer, tu sais, ça a pris de l'ampleur. À un moment donné, j'étais rentré, j'avais trouvé tu sais, des fois, il y a des grosses têtes des joueurs, là, en carton, là. Genre, j'étais rentré avec la tête de Girardi dans la chambre avec ça, en passant devant la chose. J'étais rentré avec le feu, les tanks de propane avec du feu pour les chalumeaux, whatever, là, j'en avais deux à rentrer. Je faisais des niaiseries de même, ça allait escalader, puis c'était comme le monde en demandait, puis il fallait que j'élève. Tu sais, si vous écouterez la poche bleue d'hier, là, André Roy il en parlait de ça, là, le starting line-up, qu'il a commencé à le faire, puis là, tu one-up à toutes les fois tes affaires, puis là, le monde, il s'attend que tu peux pas aller plus bas, là. Faut tout le temps que tu ailles plus haut. Là, il disait, il était rendu, il mettait le saut à Saint-Louis, puis il était à genoux dans la chambre pour faire le starting line-up pour comme s'il était à Saint-Louis, tu sais, comme, c'était des niaiseries de même tout le temps. Il disait, mais moi, c'est la même chose. Les fans s'attendent tout le temps que je joue one-up. Fait que là, un moment donné, j'ai trouvé un bicycle il y avait comme un bicycle à gaz, non, il était pas à gaz, c'était électrique, mais c'était une petite moto. J'ai embarqué sur la moto pour rentrer dans la chambre. Le monde, tu vois, dans la vidéo, un gars du staff, il est même, genre, quand il me voit passer, il couvre sa tête, il dit, il en revenait pas, ben, j'avais fait ça. Ça a fini que la game à Ottawa, c'était notre 60, puis c'est à noter qu'on a gagné 62 games sur 82 cette année-là, là. Je veux dire, c'est pas comme si on perdait, on gagnait tout le temps. Est-ce que l'année que tu as eu le record de streak? Ouais, il a gagné 11 games en ligne. Mais, cette fois-là, j'étais blessé au genou, fait qu'à Ottawa, je suis blessé au genou, ce game-là. On était en arrière où il y a le gym à Ottawa. Puis c'est comme un ramassis d'affaires, puis il y a le gym avec des rideaux autour, tu sais, c'est un des pires gyms dans la ligue. On est là, puis il y a plein de choses entreposées là, puis j'ai trouvé des affaires de velo, puis j'avais pas d'idée, là, je suis dans la last game-là, puis j'avais pas d'idée pour qu'est-ce que j'allais faire après, puis j'étais même pas dans le line-up, fait que, comment est-ce que je veux dire, il fallait que je trouve un moyen d'être dedans. Fait que là, j'avais un suit noir, une cravate noire, puis une chemise blanche, cravate noire cette journée-là. Fait que là, j'ai demandé à un gars de me donner son oreillette son oreillette là avec le petit frisant avant que les coachs ont. Fait que j'avais ça, j'avais des lunettes de soleil que quelqu'un avait. Puis j'avais sorti un tapis rouge d'en arrière. J'avais étalé le tapis rouge, j'avais sorti une petite la fameuse barrière de vélo. Puis cette fois-là, c'était comme si je donnais accès aux gars dans le club des 60 victoires, parce qu'on a gagné notre 60e victoire cette année-là, qu'il y avait juste deux équipes. Il y a nous puis les Détroits les Red Wings de Détroit qui sont dans celui-là. Fait que c'est comme l'entrée au club select. Que je niaisais avec les gars. Mais tu sais, tu vas juste regarder les gars dans cette vidéo-là, leur réaction. Tu sais qui aimait ça que je faisais des niaiseries de même, puis pas, tu sais. Tu vois, c'était qui tes chums puis qui était moins tes chums. Ouais. Affaire-là, autant que c'était le fun pour les fans, tu sens-tu que c'est ce qui t'a chassé de Tampa, ultimement? Ah, peut-être, parce que, tu sais, je pense que Vassi avait ça un gars, définitivement, qui prend pas d'espace, qui goal 15 games, qui dit plus rien, pas un mot, genre, tu sais, Boudaille, il l'aimait bien, là, je suis venu, j'ai remplacé, tu sais, moi, malheureusement, Vassi, et heureusement pour moi, Vassi s'était cassé le pied, puis j'ai goalé 11 games en son absence, j'étais 10-1, tu sais, il était pas habitué que quelqu'un fasse ça vraiment. Lui, là, il est tellement durable. Là. Il a eu en fait exactement la même blessure que moi à Pittsburgh, pareil comme moi, même chose. Puis c'est ça, tu sais, fait que sinon il se blesse pas. Ce gars-là, il est très, très, très durable. Là. Il pourrait gauler 82 games sans problème. Parce qu'on s'entend, même si tu gagnes 11 games, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est lui le starter. Tu sais, je veux dire. Non, absolument aucun doute. Sauf que lui, ça le faisait chier. J'ai toujours me rappelé, il y a un gars dans le média qui avait dit, tu sais, il n'y a pas de presse que tu reviennes. Il avait fait une entrevue, il n'y a pas de presse que Vassi revienne en ce moment, l'équipe gagne. Nanana. Ça l'avait fait chier. Puis il était revenu au jeu plus rapidement qu'autrement, puis il avait fait un estique de game contre Toronto. Je sais pas si tu te rappelles l'arrêt qu'il avait fait, la jambe dans les airs sur Patrick Marleau. Là. En tout cas, ça pour dire que oui, ça, il y a une couple d'affaires de même qui a probablement fatigué, mais moi, il y a une affaire, c'est que j'ai toujours été moi-même, je me suis jamais caché derrière personne, puis j'essaie d'amener de la vie partout où je vais, puis c'est ça. Là. Et ultimement, je pense que c'est la seule manière de faire, là, c'est que tu sois ta propre personnalité, parce que sinon, tu vas commencer à jouer
un personnage. Ouais. Et bref. Mais j'ai toujours eu les équipes, mes coéquipiers à cœur, puis j'ai toujours priorisé l'équipe avant moi-même. C'est ça qui m'a fait mal dans tout ça, c'est que ça paraissait quasiment comme si c'était pas le cas. Mais moi, je suis toujours là pour faire rire. Les gens qui me connaissent bien, mes amis, vont dire que je suis un gars rassembleur, puis je suis quelqu'un qui aime savoir du fun sans arrêt. Là. C'est peut-être aussi ce qui t'a aidé aussi à d'autres niveaux, tu sais, quand les équipes te signent, j'imagine que les gens ils s'informent, il est comment, Louis, tu sais. Tantôt tu parlais d'être un role model pour les gars dans la Ligue américaine, tu sais. Ce rôle-là, c'est quelque chose que t'aimes faire, tu sais, c'est quelque chose que pas tant, pour vrai, plus à cette heure. Pas à cette heure. Je l'ai dit, j'ai 2 enfants, j'en ai plein les bras. Aller à l'aréna, c'est comme autant qu'être à la maison, c'est un échappatoire d'aréna. L'aréna, c'est un échappatoire de la maison, c'est un peu la même chose, tu sais. D'aller là puis de continuer à devoir être, c'est quand même quelque chose de lourd, là. Ça fait partie de la game, faut croire. T'as eu des petits arrêts à New Jersey. T'as vu Piqué dans la flamboyante personnalité de Piqué de proche. Ma première histoire avec Piqué, j'arrive là-bas contre Boston. Joe Tremblay était là à ce game-là, d'ailleurs, on en parlait. Mais je suis le banc, je goal pas ce game-là. Puis ça c'est l'hymne national. Puis mettons, je ferme les yeux pour me concentrer un peu. Dès coup que j'ai à gauler, whatever. Quand je suis nouveau d'une équipe, j'essaie de me préparer le plus que je peux. Puis là, fait que là, je ferme mes yeux, puis l'hymne national commence, puis il se met à crier, il se met à chanter l'hymne national, super fort. Je me réveille de ma concentration, finalement. J'ai comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Il gueulait, là, je te dis, puis là, il saute, puis bon, ça te fait sauter quasiment, toi, avec, là. Ouais. Méchant malade, ce gars-là, mais il est, tu sais, lui, il a dit souvent, s'il fallait que je porte attention à ce que le monde dit, puis que je laisse ça m'affecter, je serais mort, tu sais. J'aurais jamais toffé parce que, tu sais, c'en est un autre qui est lui-même, puis est-ce que des fois c'est dérangeant? Peut-être, mais pourquoi, tu sais? Pourquoi ça te dérange? Il y a des affaires que je me dis, tu sais, je sais pas pourquoi que le monde se font déranger par des choses de même, mais c'est un peu de joie de vivre, là, tu sais. Ce gars-là, il a de la joie de vivre. Il va dire, il va mettre une chanson dans la chambre, c'est lui qui met la musique, il va mettre une chanson que tout le monde va faire comme Chris, c'est mauvaise chanson-là. Mais il va te regarder, il va te dire, tu l'aimes-tu la chanson? Tu vas lui dire non, c'est vraiment pourri, ben il va lever le son genre en riant parce qu'il s'en fout complètement, tu sais. T'as vu aussi, t'as quand même eu la chance de voir Jack Hughes à 18 ans aussi, là, tu sais, là, il rentre, il s'en vient confortable comme un HLer, mais comment, puis il a dit récemment que son année de 18 ans avait été terrible, là, il avait dit, tu sais, j'arrivais du secondaire, puis là, tout d'un coup, je faisais 1 million, puis à chaque soir, on me disait, man, je jouais contre McDavid, puis la game d'après Crosby, puis la game d'après, il dit, tu sais, j'étais incapable de suivre, puis on me disait, hey, pretty boy, tu sais, comment ça se passe? Puis il était comme, man, je voulais mourir. Comment t'avais trouvé ça, toi, ton impression de Jack Hughes à 18 ans, tu sais? Ouais, ça paraissait, là, tu sais, je veux dire, crème à 18, là, c'est pas évident, pareil, jouer en Ligue nationale, là. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y avait personne vraiment qui était là pour vraiment y montrer ça, comment jouer. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, c'est encore une fois, c'était une année de misère à New Jersey, là. Tu sais, t'as ton prospect de 18, mais tu changes de coach, puis tu changes de GM, puis comment veux-tu que le message se rende de la bonne manière à ses oreilles? C'est pas évident, là. Je pense que c'était pas évident à ce côté-là pour lui. T'as eu un petit moment aussi, parlant de jeunes stars, t'en as vu une belle brochette à Vancouver, t'avais les Pettersson, les Hughes, t'as vu Travis Green dont le siège a sauté cette année, mais c'était quoi ton impression aussi de Vancouver, parce que c'est une équipe que ça fait une couple d'années que le monde sont bien excités puis ils ont eu une année de playoff, mais depuis ce temps-là, ça bat de l'aile, tu sais, quand t'es autant de jeunes, autant de talent, pourquoi ils sont pas en train de tout rafler, tu sais? Ouais, je sais pas ce qui se passe là-bas, ben, tu sais, je pense que s'il y avait eu un ne serait-ce qu'un petit peu un meilleur début de saison, il serait dans les séries faciles, là, cette équipe-là. Fait que, je sais pas s'ils sont si loin qu'on pense, mais c'est sûr que l'année qu'on est allé en série, ça les a aidés, là, ça a été bien de l'expérience pour eux autres. À suivre, cette équipe-là, je sais pas, écoute, c'est dur dans la Ligue nationale de gagner, là. C'est dur en mot t'as dit, là. C'est dur de faire les séries. C'est dur d'avancer dans les séries. C'est encore plus dur de gagner la coupe. Fait que, je sais pas, là, ça prend extrêmement de leadership, je pense, ça. Puis, c'est pas évident. Louis, j'ai déjà pris assez de ton temps. Merci énormément. T'as été extrêmement généreux de ton temps, d'anecdotes.
peu importe ce que Vasilevski pense, moi, je t'aime beaucoup. Non, je te souhaite vraiment le best avec ton pied. J'étais content de voir que tu remontais cette année dans le show, comme ils disent. Ouais. Te revoir. J'ai envoyé une enveloppe avec un peu d'anthrax chez Casey de Smith, non, c'est pas vrai. Mais je te souhaite vraiment le best, puis dans ta saison, dans le futur, que ce soit dans la Ligue nationale, en Europe, peu importe, ou dans des longues discussions humaine avec Sidney Crosby. Moi, je pense que t'es là, prends quelque chose de petit, mets dans ta poche la prochaine fois que t'es chez eux, parce qu'on sait jamais quand c'est la dernière fois, n'est-ce pas? Non, écoute, c'est bien gentil de ta part. J'espère qu'il va y en avoir d'autres occasions d'aller chez eux, justement. Fait que... Yes! Ben oui, moi, j'ai parlé à Foucardi qui faisait les parties chez Ovechkin, puis il disait, man, il y a une chambre, il y a une pièce dans sa maison que c'est juste des sticks. C'est que des sticks de milestones, c'est que du memorabilia, puis t'es comme... Hey man, je suis chez Ovechkin, moi, tu sais, ça se peut comme pas. Mais ouais, c'est quand même des moments que, comme tu dis, il y a quelques mois, tu pensais pas que t'allais rejouer dans la Ligue nationale, puis là, tu t'es assis à côté de Crosby en train de parler de la vie, fait que, I guess qu'il y a des choses, le fun qui se passe des fois. Et, des choses de fun qui se passent, c'est des choses inexplicables, mais en bout de ligne, suivez votre passion. Exact. C'est tout ce qui, les bonnes choses vont suivre, d'après moi, tu sais, fait que. Forcez pas vos enfants à faire des sports qu'ils veulent pas. Non. D'ailleurs, la passion. Meilleur conseil que vous pouvez avoir, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, n'importe c'est quoi. Ben oui, exact. Tu disais, tantôt, on parlait de ton gars qui joue au hockey, mais Jean-Sébastien Giguère, un de ces gars joue comme goaler. Puis toi, ouais. Puis il disait, le plus vieux goaler, mais le plus jeune, il avait pas le droit. En joke, là, j'ai dit pourquoi il avait pas le droit, tu sais, comme d'habitude, c'est à cause de l'argent, tu sais, je sais que c'est pas ton problème. Il fait, non, c'est pas ça pantoute. C'est être goaler le problème. Ouais, 100%. Ma femme ne laisserait jamais mon gars jouer dans les nets. Ça, je te dis tout de suite. Ça serait même pas moi le premier qui dirait non. Fait que... Genre, la pression mentale et de discuter, il était comme, c'est pas ça. Il dit, c'est pas lui acheter des pads, c'est devoir dealer avec. Ouais. Affaire-là, être goaler. C'est très, très ingrat être goaler, ça, c'est sûr. J'en ai vu des bons joueurs que tu vois pas de la game, mais qui ont fait un gros one-timer, puis après ça, tu sais, ils ont leur but, personne n'en reparle, mais toi, si tu donnes 4 buts puis tu fais une grosse arrêt de la mythe, ça pèse pas dans la balance de la même manière, tu comprends? On perd quand même 4-0. Ouais, c'est ça. Hey, merci vraiment, Louis, d'avoir pris le temps d'avoir déplacé ton rendez-vous de coupe de cheveux. Je sais que c'est un podcast audio, mais je tiens à mentionner que ses cheveux sont impeccables et que, en ce qui me concerne, c'est un swag. Reste là juste le temps qu'on shot l'enregistrement puis que ça marche. Mais je te dis merci puis au plaisir de te croiser en personne à un moment donné. Ça fait plaisir. Yes, merci. Merci à Louis, on te souhaite prompt rétablissement. Je vous rappelle tout le monde, davidbocage.com pour des billets pour venir me voir. J'oublie de le dire dans l'intro, je le dis là, davidbocage.com pour venir me voir en spectacle 1er avril. Et je vous rappelle, plusieurs nouvelles dates s'en viennent dans pas long. Passez une superbe semaine, allez jouer de How et amusez-vous. OK, bye bye, take it away.